Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Heureuse de vous retrouver pour 2h30 de direct. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez vous y exprimer en toute liberté et partager avec nous des moments heureux ou plus douloureux de votre vie. La ligne est ouverte au 39 21 et Paul et Amandine vont se faire un plaisir de vous y accueillir jusqu'à 1h du matin. C'est Philippe Chartier qui est aux commandes en régie et ainsi qu'à l'affût de vos messages sur le répondeur ou sur Facebook. Et vous pouvez également nous joindre par mail europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en faisant précéder votre SMS du mot nuit. 39 21, on n'attend plus que vous. Europe 1. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors Marie, vous voulez me parler un peu de votre situation familiale, je crois ? Oui, je suis séparée depuis 6 ans avec le papa de mes 2 garçons. D'accord. Et c'est vrai que c'est un peu comme si on était séparés depuis 1 mois seulement, parce que c'est toujours très tendu. Notre situation ne s'est pas du tout apaisée. Et lui, il vit à 300 km de chez moi. J'habite dans une petite ville de province qui n'est pas assez bien à ses yeux parce que il n'y a ni la mer ni la montagne, et donc dans un endroit pareil nous ne pouvons pas élever correctement des enfants. Vous avez changé de ville au moment de votre séparation ? Oui, on habitait aux Antilles. Ah oui, oui effectivement. D'accord. Et lui il est resté aux Antilles ? Non, pas du tout. Lui, il habite à 300 km de... On n'est pas du tout originaire des Antilles, on voyageait. Oui, d'accord. Et puis... Et si ensuite, vous êtes séparés en rentrant en métropole ? Voilà, exactement. D'accord. Oui, voilà. Et puis ça a toujours été un peu tendu, un peu compliqué entre nous. Et maintenant, il se passe que lui, il habite donc à 300 km. On s'échange les enfants tous les 15 jours sur une aire d'autoroute. Ça fait un peu minable. Oui, parce que vous faites la moitié du trajet, quoi. Exactement, oui, c'est ça. Bon. Et puis lui, il les prend pendant toutes les vacances scolaires et grandes vacances. Et puis moi, je les récupère juste pour l'école. Donc là, ils sont les médecins. Ils sont avec leur père en ce moment. Voilà, c'est ça. D'accord. Tout à fait. Ils ont quel âge, vos fils ? 12 et 8 ans. 12 et 8. D'accord. Voilà. Et donc vous trouvez que vous n'arrivez toujours pas, malheureusement, au bout de 6 ans de séparation, à vous parler ? Oui, exactement. On n'y arrive pas. Et puis surtout, ce que je crains, c'est que comme on n'est toujours pas à l'aise avec cette séparation et qu'on n'arrive pas à avoir une situation stable et sans reproche, je crains que mes enfants aient les mêmes reproches que leur père et qu'ils ne trouvent pas d'équilibre. Qu'est-ce que vous voulez dire par on n'est pas toujours à l'aise à l'aise de quel point de vue depuis la séparation ? Vous parlez de vous Oui, par exemple, lui il va me reprocher de vivre donc dans ma ville de province de Bouzeux. Donc les enfants, ils ont l'impression effectivement que peut-être ils vivent pas dans une ville très agréable. Oui, en dévalorisant la ville où ils vivent, il peut exactement. Un peu, ce que moi je vais mettre en place, ça ne sera pas assez bien à ses yeux. Donc les enfants vont dire que de toute façon, c'est effectivement peut-être pas assez bien pour eux, ou pas forcément, ou peut-être que ça serait mieux ailleurs, effectivement, ou autrement. Mais est-ce qu'ils le disent d'ailleurs ? Pour l'école, oui. Mais voilà, ils se cachent derrière de faux arguments. Ils ne se plaisent pas dans leur école ? Si, je pense qu'ils s'y plaisent. C'est juste comme tout enfant. Parfois, l'école, c'est pas très agréable. Oui, c'est plus ça. Et puis, ils ont vécu aussi avec vous aux Antilles. Peut-être que le retour en métropole, surtout pour le plus grand, a pu être un peu compliqué. Parce que, je sais pas, votre ex-mari est peut-être un peu nostalgique de cette période-là, finalement. Oui, mais je crois que c'est un éternel insatisfait. Et même aux Antilles, il n'était pas satisfait. Et là où il est, il n'est pas non plus satisfait. Oui. Quoi qu'il a, ça va pas.
Et vous vous sentez bien dans votre vie là Je me sens bien parce que j'ai des amis, Oui. j'ai réussi à à être protégée. Enfin, je suis bien entourée, je suis très bien entourée, et donc ça, c'est très Donc vous agréable. vous plaisez, vous, dans cette ville-là Oui, je me plais. Je Ouais. me plais, oui, j'ai réussi à avoir un équilibre. Ben, c'est important ça, parce Oui, tout que à fait. par rapport à éventuellement à ce que peuvent dire vos enfants, ne pas trop vous laisser déstabiliser par ça. C'est C'est-à-dire vrai, que c'est les vrai. enfants, surtout je pense à votre fils qui a 12 ans, c'est l'âge où ils peuvent commencer un peu à contester, enfin à dire il y a certaines choses qui leur plaisent pas, mais il s'agit pas de prendre tout au mot, même si c'est d'autant plus difficile pour vous que vous vous dites parfois c'est un peu les paroles de leur père Tout qu'ils à fait. pourraient reprendre. Mais Tout à fait. justement, il faut pas rentrer dans ce jeu-là. Quand il n'y a pas de Non. problème important, j'ai envie de dire. C'est-à-dire Oui, que par moment, comme vous dites, qu'ils se plaignent de l'école, bon, certes, ils préfèrent être en vacances, mais oui. c'est le lot de tous les enfants d'aller à l'école. Sauf que ne vont-ils pas associer le père au loisir et la mère au corvée, et donc pourquoi pas aller plutôt chez le père plutôt que et de rester avec la mère? Vous savez, l'expérience montre avec des enfants, puisqu'on a du recul maintenant, des enfants de parents divorcés, que même si j'entends ce que vous dites, ça, le rôle paraît plus ingrat pour celui qui les élève, qui en a la charge au quotidien, Mhm. ou de se dire que par rapport à celui qui ne les voit que pendant les vacances ou des week-ends, et donc ça va être consacré non pas tant à l'éducation, mais à des moments de loisirs. Au final, les enfants, quand ils grandissent, qu'ils deviennent jeunes adultes, font bien la part des choses et reconnaissent finalement que celui qui a été là, ça ne veut pas dire qu'il nie l'autre ou qu'il l'oublie, Mhm. parce que dans les séparations, il y en a, quand on n'est pas dans un système de garde alterné, c'est pas toujours possible. Il y en a un qui en a la garde et l'autre qui a les enfants pour les week-ends et pour les vacances, et ça peut être difficile d'ailleurs. Si vous entendez des pères, notamment beaucoup, qui disent que c'est douloureux pour eux de ne plus être dans un quotidien avec leur enfant, de ne plus participer au fond à sa vie au quotidien. C'est pas si simple non plus d'être Je seul. suis d'accord, mais ça je l'entends bien, mais c'est pour ça que lui, on est toujours, lui me menace encore de vouloir les récupérer, de me dire que si je ne suis pas satisfaite par ce mode de garde, parce que j'aimerais aussi partager le quotidien, les vacances avec eux, il me dit, écoute, si t'es pas contente, on passe devant un juge. Moi, je les récupère pour les études, et Mhm. puis toi, tu les récupères pour les loisirs. Parce que vous vous en plaignez parfois auprès de lui de... Non, j'aimerais aussi les avoir pour des vacances. Par Mais exemple, pendant... les vacances de la Toussaint, il y a 15 jours, j'aimerais aussi les avoir pour une semaine. Oui, mais en même temps, si lui ne les a pas du tout le reste du temps, ça Je sais. rétablit un peu l'équilibre. Je Voilà. comprends ce que vous voulez dire, mais Oui. c'est ce qui est toujours, c'est douloureux pour les enfants, pour les parents, parce que oui, il faut se partager entre guillemets les enfants. C'est vrai. Et c'est pas sans douleur, mais le problème c'est que si on continue à un peu cette guéguerre entre parents, c'est là où ça peut être préjudiciable pour les enfants, où ils sentent qu'il y a un enjeu qui pèse sur leurs épaules et finalement indirectement, c'est d'autres choses qui se règlent au sein du couple. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai jamais cherché à... Enfin, j'ai toujours essayé d'apaiser les choses entre nous pour pas qu'il y ait de guéguerre, pour pas qu'on passe devant des juges, devant des avocats. Vous avez décidé donc ensemble de ce système-là de garde? Oui, ça s'est fait comme ça. Oui, c'était parce que vous savez, vous dites c'est que vous avez quand même réussi à trouver un accord. Oui. C'est bien, c'est bien. Ça veut dire que malgré tout, il y a eu à ce moment-là une volonté réciproque d'apaiser un peu les choses pour vos enfants. Non, c'est pas si vrai ce que je dis. En fait, c'est un peu moi qui ai provoqué les choses parce que quand on a déménagé, on est arrivé donc dans ma province et donc j'ai un peu imposé ça. Et puis lui, comme il se plaisait pas là où on était, il est parti. Et donc
voilà, j'ai gardé les enfants, ils étaient scolarisés et ça s'est fait comme ça. Oui, mais il n'a pas cherché à entrer en conflit avec vous à ce Non, sujet. Il a accepté non, les choses. oui. Bon, donc Enfin, il a finalement, vous accepté. avez trouvé une forme d'accord quand même. Oui, c'est vrai. Et puis, enfin, oui, c'est vrai. Oui, c'est Oui, vrai. quand même, je Oui, vois. oui, tout à fait. Parce que vous parlez, vous dites, bon, vous avez pu faire sans l'intervention d'avocat ou de juge. Très bien, ça veut dire que vous avez quand même réussi à trouver une forme d'équilibre, même si c'est toujours un peu précaire. Et parfois, le recours à un juge aux affaires familiales peut être une bonne chose aussi quand les parents vraiment se déchirent trop et que l'enfant est pris en étau entre les deux et parfois qu'on lui demande presque indirectement de choisir, ce qui est insupportable pour un enfant d'avoir à choisir. Et ça peut être très rassurant, c'est pas que ça peut, c'est très rassurant pour un enfant, même s'il est entendu, parce qu'à un moment il peut être entendu, le juge aux affaires familiales peut demander à entendre, de savoir que c'est pas lui qui va décider et que c'est un juge qui décide. Parce que pour un enfant, porter la responsabilité de bah oui, je prends la décision de vivre chez mon père ou chez ma mère, c'est très culpabilisant. Donc c'est bien parfois que ce soit un juge qui tranche. Par rapport à votre question, est-ce que finalement, comme vous coltinez tout le quotidien, qui est pas le plus gratifiant parfois avec des enfants, mais finalement, vous verrez aussi avec le temps que c'est quand même des moments précieux parce que vous les voyez grandir, se construire, et c'est aussi toutes ces petites choses du quotidien qui tissent du lien. Mais quand vous dites est-ce qu'ils vont pas un beau jour décider d'aller vivre chez leur père, ça peut arriver. C'est même assez fréquent que l'on constate ça. Des enfants qui sont élevés, alors prenons votre exemple, c'est-à-dire par la mère. Au moment de l'adolescence, on voit comme ça des demandes émerger d'un désir de vivre chez l'autre parent. Au moment où ils peuvent s'affirmer, enfant, c'est un peu plus compliqué, ou alors il faut vraiment qu'il y ait une situation délicate chez l'un des deux parents. Mais au moment de l'adolescence, il y en a qui disent, bon, bah, après avoir vécu X années chez le père ou chez la mère, qui veulent changer. Et c'est un peu ça aussi l'adolescence. Ils espèrent peut-être y gagner un peu plus de liberté ou expérimenter d'autres choses. C'est souvent très mal vécu, évidemment, par le parent qui en avait la garde jusque-là, parce je me souviens comme ça de témoignages de personnes qui même pouvaient se sentir un peu rejetées, ce qui était douloureux. Alors qu'en fait, la réalité, elle est tout autre. C'est vraiment un désir, parfois, de partager un quotidien avec ce parent qu'ils n'ont pas eu la chance, du fait de leur histoire, d'avoir dans leur vie comme ça, de tous les jours. Et ça peut être une expérience très enrichissante. Et d'ailleurs, ça peut permettre parfois à la relation avec le parent qui en avait la garde jusque-là de vivre les choses un peu différemment aussi avec ses enfants. Oui, bien sûr. Donc, vous voyez, ça peut arriver, d'autant que ce sont des garçons et parfois on se construit par identification. Donc ils peuvent au moment, je vous dis, de l'adolescence, avoir besoin comme ça d'un père auprès d'eux et d'un père plus présent en tout cas. Et alors, j'ai une deuxième question, si j'ai le temps, si vous me le permettez. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un père qui est quand même assez, violent, j'allais dire. Il a une grande violence en lui. Et de temps en temps, chez mon grand, j'ai l'impression de retrouver cette violence-là. Et c'est compliqué à accepter ça, et je ne sais pas comment l'aider. Mais alors, qu'est-ce que vous... Parce que c'est exemple, un peu flou, la violence de votre ex-mari. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il a une violence en lui. Il est un peu comme un enfant capricieux qui n'a pas son jouet. Il peut faire comme une crise de nerfs. Et voilà. Et là, c'est ce qu'il peut faire. Mais à propos de quoi, par exemple? Alors là, la dernière crise en date, c'est il devait aller je lui avais dégoté un cours d'anglais et il m'a fait une crise de nerfs pour ne pas y aller parce que il avait décidé que sous prétexte qu'il connaissait pas ou qu'il connaissait, toutes les excuses sont bonnes. Il n'avait pas envie, en tout cas. Il n'avait pas envie. Donc, et qu'est-ce que vous entendez par crise de nerfs? Qu'est-ce qui se passait? Une violence verbale, mais même sur lui,
il pouvait taper contre la voiture, donc essayer de se faire mal. Et c'est vrai que j'ai déjà vu son père dans des étapes comme ça, de se faire mal quand il n'était pas content, quand on se disputait, se taper les mains contre les murs. Et je me dis il doit y avoir un malaise, quelque chose qui s'est passé, qui a transpiré. Et je ne sais pas comment faire pour aider. Pas forcément, parce que ce qui vous complique les choses, c'est qu'à travers le comportement de votre fils, vous voyez avant tout le comportement de votre ex-mari. Et ça, oui. Ça vous angoisse. Oui. Mais le risque est justement de trop apparenter les deux situations. Parce que c'est compliqué de ne pas apparenter ces deux situations. Ah oui, c'est compliqué, c'est vrai. Ça nécessite un peu de recul, un peu parfois un travail sur soi pour ne pas assimiler des comportements chez les enfants qui nous inquiètent, nous angoissent ou nous déplaisent à celui du parent dont on est séparé ou parfois avec qui on vit, mais des choses qu'on ne supporte pas et qu'on retrouve chez les enfants, soi-disant, et c'est une façon de régler des comptes aussi. Oui, mais alors même si je dis, même si je me dis ça ne vient pas de son père, il faut quand même pas que je le laisse avec cette violence-là. Il faut quand même mais que c'est je pas l'aide. Forcément de la violence. Vous voyez, je rebondis sur le mot violence. Il est à un âge où autant ça s'était calmé là entre 3 et on va dire 5 ans et 10 ans, quoi, le côté un peu, la dimension plus pulsionnelle, ça va revenir parce il a 12 ans. Donc, les préadolescents, les adolescents, oui, ils sont sous tension. Ils sont à nouveau animés par beaucoup de pulsions qui les traversent, beaucoup d'inquiétudes qui vont dans ce passage de l'enfance à l'adolescence. Pour autant, qualifier ça de violence, me paraît un peu excessif. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une forme d'agressivité, de quelque chose de pulsion mal maîtrisée. Ça ne fait pas d'eux des personnes violentes. Alors, évidemment, c'est-à-dire que là, il réagit à une situation qui l'inquiète, qui l'angoisse, qui lui déplaît, et il se sent finalement assez démuni, assez impuissant, et du coup il se rebelle, il se révolte en parole ou, comme vous dites, physiquement. Alors en parole, il a le droit, après tout, de dire j'ai pas envie d'y aller ou d'exprimer un peu les choses comme ça. C'est après tout, il peut dire. Dans un premier temps, pourquoi il peut avoir peur aussi, peur d'un nouveau truc, peur où c'est une contrainte. Après, s'il en arrive à taper comme ça sur des objets, là, il faut un peu le canaliser. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être canalisé à ce moment-là. Dire, écoute, j'entends ce que tu me dis, on va en discuter, mais apaise-toi. Vous voyez, vous pouvez lui dire ça sans stigmatiser en disant écoute, contrôle-toi, mais dire ne t'inquiète pas, on va prendre le temps d'en parler. Mais si vous voulez, c'est toujours un peu bien sûr qu'il peut y avoir parfois une forme de mimétisme, parce que je vous le disais, on se construit en s'identifiant. Donc les premiers modèles sont les parents. Bon, mais autant chez votre ex-mari, vous me dites de lui qu'il est un perpétuel insatisfait, donc peut-être qu'il a une difficulté aussi à tolérer la frustration. Bon, il y a malheureusement des choses comme ça qui perdurent à l'âge adulte. Mais chez un enfant de 12 ans, ça me paraît pas non plus préoccupant, anormal, vous voyez. Il va être à un âge aussi où il va être de nouveau en proie à des pulsions, à des choses un peu, par moments, incontrôlables, et où il faut que les choses sortent. Et l'expérience montre que, dans la mesure où on écoute ce que l'enfant peut dire, y compris s'il est en désaccord, ça permet finalement de mieux gérer ces accès de frustration. Souvent, les adultes qui restent dans cet état comme ça d'opposition, qui supportent très mal la frustration, sont des enfants à qui il n'était pas permis d'exprimer un désaccord, même sur des choses finalement assez simples. Alors, leur permettre d'exprimer un désaccord ne signifie pas que vous devez les suivre à tout prix. Dire ah bah oui mon chéri, t'as raison. Oui, bien sûr. Vous voyez, mais au moins vous pouvez en parler et lui dire écoute, calme-toi, on va en parler, déjà quand tu seras un peu plus calme, on va réfléchir et voilà, essayer de le canaliser.
Mais si vous avez en tête évidemment l'idée d'une violence intérieure, ça vous tétanise. Oui, bien sûr. Mais, oui, bien sûr. Alors que c'est pas forcément le cas. C'est ce que je veux vous dire, voyez. Et encore une fois, même si, peut-être, oui, ça peut aussi, il a vu son père réagir comme ça, il peut avoir une forme de réaction identique, ça ne fait pas de lui l'égal de son père. Oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai. Et puis ne pas oublier que ça reste qu'un enfant et en préado. De 12 ans, en préado, où il peut être un peu traversé, on sait que... Oui. Après, c'est vrai qu'on est aussi dans une société où on a envie, où on est quand même vraiment, on a envie de toujours tout bien faire, et puis on est des parents, et bien sûr. Quand on est parents, on a envie au mieux, de ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Et donc je m'étais demandé, mais j'ai la réponse. Je pense pas que ce soit utile de l'emmener voir une psy, surtout qu'il n'en a pas du tout envie, et lui il voit pas du tout l'intérêt. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous faisait penser à ça? C'est parce que je restais toujours sur mon idée que il a peut-être quelque chose de son père. Mais oui, d'accord. Mais en fait, le problème, il est de moi, tout simplement. Il est de ce que vous êtes encore un peu prise dans cette histoire, ce qui est normal. On se défait pas de quelque chose, d'un lien aussi facilement. Et puis, d'autant plus quand on a des enfants. Et c'est compliqué parce que quand on a des enfants de quelqu'un dont on est séparé, on est bien obligé de faire avec cet autre. Si on est célibataire, on se sépare, c'est pas ça, mais à un moment, il est plus facile de tourner la page, comme on dit un peu vite d'ailleurs. Alors qu'avec des enfants, on ne peut pas. Non. Et on est amené à cohabiter avec cet autre que parfois on voudrait bien ne plus voir, mais il y a les enfants et donc on compose. Et à travers les enfants et à travers leur comportement, parfois parce qu'ils ressemblent physiquement, parce qu'il y a des ressemblances, alors soit physiques, soit dans des comportements. L'identification, elle est très facile à faire et elle complique les choses parce qu'on ne voit plus vraiment l'enfant, lui, dans ce qu'il est, mais on voit une projection, on projette sur lui des choses qui nous avaient déplu, qui nous avaient fait mal avec le parent. Donc là, s'il n'y a pas d'autres troubles, enfin, j'appelle même pas ça un trouble, s'il n'y a pas d'autres choses qui vous préoccupent, non, je vois pas l'intérêt d'aller voir un psy pour votre fils. Je comprends, oui. Et j'avais eu une autre question, mais ah oui, si, le fait que leur père, quand les enfants sont avec lui, il est toujours en train de me discréditer et de m'amoindrir, enfin ça, c'est pas bien. Dire que je suis pas Comment grand-chose. Vous le savez? Parce que mes enfants me le répètent, parce que je l'entends aussi. Il est comme c'est quelqu'un de très excessif. Leur père, parfois quand il est au téléphone, il va dire je veux pas entendre sa voix, ou il va me traiter de nom d'oiseau. Mais les enfants doivent en être choqués de ça. Donc vous pouvez dire vous savez bien, votre père il est un peu impulsif, parfois un peu excessif, et puis ça reste un peu compliqué notre séparation, vous voyez bien, on s'est beaucoup aimé, et quand on s'est aimé et on se sépare, et c'est parfois un peu difficile, il y a des choses qui restent un peu difficiles. Temporiser. Oui. C'est ce que je fais, je rebondis pas. Et en tout cas, ne rentrez pas dans ce jeu-là, parce que c'est toujours... les parents devraient avoir à l'esprit, quand ils se séparent, qu'en discréditant ou en... l'autre parent, ils font beaucoup de mal à l'enfant. Parce que c'est l'image... Bien sûr, ils s'en rendent compte, et puis c'est leur image qu'on abîme, parce que les enfants, ils s'identifient à leurs parents, père et mère. Donc c'est aussi une partie d'eux qu'on abîme. Donc ne rentrez pas dans ce jeu-là. Puis comme le dit Monica, rassurez-vous, toutes les vacances chez le papa, ça va pas durer, leurs copains sont vers chez vous, et à l'adolescence, les copains, ça prime. Et elle a raison, Monica. Je vous embrasse. Au revoir, Marie. Merci, Caroline. Est-ce que vous pouvez me conseiller des livres? Comme ça, non, j'ai un petit peu... Là, il va y avoir les infos, mais hors antenne, je vous en donnerai volontiers. D'accord. Merci, Caroline. Au revoir. Je n'accroche pas alors. Merci. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Ensemble et en
direct jusqu'à 1h du matin. Alors si vous vous sentez un peu perdu face à une situation familiale, amoureuse ou professionnelle, bien surtout ne restez pas seul. Appelez-moi au 39 21 et ensemble, avec l'aide des auditeurs, nous essaierons de vous aider à y voir plus clair et à avancer. Je vous invite également à réagir par mail, europe1.fr, par SMS au 7 39 21 ou encore sur la page Facebook de l'émission. Et c'est Marion maintenant qui est avec nous. Bonsoir Marion. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Mais je vous en prie. Donc, c'est vrai que j'ai posé une question sur Internet un peu brutale. Je sais pas si vous... Voilà. Peut-être qu'il faut la répéter à l'antenne. Oui, posez la question comme vous l'avez posée. Oui, voilà. N'hésitez, vous inquiétez pas. A-t-on le droit ou peut-on détester ses parents? Donc c'est une question vraiment très très brutale, mais c'est ce que je ressens depuis pratiquement ma naissance. C'est à savoir, je viens d'avoir 50 ans, donc je peux faire un bilan, premier bilan. Et ce bilan est plutôt négatif vis-à-vis de mes parents. Oui. Ça a commencé très très tôt puisque mon père a refusé d'avoir une fille. Il paraît qu'il a claqué la porte de la maternité. Vous étiez la première ? Ouais, je suis l'aînée. Vous êtes l'aînée ? Oui. D'accord, donc malheureusement, il y a encore des réactions de ce type. Voilà, il voulait un garçon, manque de chance, une fille. Et il est arrivé une seconde fille 4 ans et demi après. Bon. Donc, première chose. Ensuite, ma mère m'a reproché de l'avoir... le mot a été vraiment employé par elle, empoisonné à la naissance, puisque j'ai un père qui est d'un résus positif et une mère d'un résus négatif. Oui. Et j'ai empoisonné ma mère à la naissance, ce qui fait qu'elle a eu beaucoup de mal pour avoir ma sœur. Oui, mais ça, ce qui est terrible, c'est votre venue au monde, après on peut empoisonner pas seulement son existence, mais son corps, c'est lourd, effectivement, alors que ces histoires de Rhésus étaient connues quand même il y a 50 ans déjà. On sait. Écoutez, je peux pas vous dire. Moi, oui, puisqu'on sait que quand les parents sont de Rhésus différents, en tout cas, et en plus, c'est lors du deuxième enfant, qu'il peut y avoir un problème, mais peut-être qu'il y a 50 ans, on y faisait moins attention. En tout cas, vous n'étiez bien évidemment pas responsable des choses, mais ces paroles vous ont fait mal. Plus que blessée. Alors ça a été ça. Ensuite, elle a été hideuse pendant sa grossesse, tellement elle était grosse, alors que pour ma sœur, qu'est-ce que j'étais mince, je savais pas où je la mettais, enfin bon, vous voyez, tout comme ça. Donc ma sœur est née 4 ans et demi après, une grande préma. Elle est née à 7 mois. Donc elle a subi ce qu'on appelle, peut-être que ça s'appelle toujours la même chose aujourd'hui, une exsanguino. Oui, une exsanguinotransfusion. Voilà. Oui, parce qu'à ce moment-là, effectivement, le sang, avec ces problèmes de Rhésus différents, et oui, à ce moment-là, on faisait des exsanguinotransfusions. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que c'est demandé évidemment par tout gynéco-obstétricien, ces histoires de Rhésus. Donc, vous voyez... elle a vécu ses grossesses difficilement, votre mère, hein. Oui, mais bon, c'est surtout moi qui suis responsable de tout ça. Elle aurait voulu un 3e, mais bon... Les médecins lui ont fortement déconseillé, sinon c'était la mort du bébé et puis de la mère. Donc du coup, elle en a eu que 2. Bon, soit. Ensuite, la petite enfance, c'est pas trop mal passé à la maternelle. Arrive le CP, apprentissage de la lecture, de l'écriture, du calcul. À l'époque, méthode globale. Un père qui voulait une méthode syllabique. Ça a été une catastrophe et ma mère n'est jamais intervenue pour dire à mon père « stop, ça suffit ». C'est-à-dire qu'à la maison, donc à l'école, vous appreniez d'une certaine façon et à la maison, on voulait vous faire lire avec la méthode syllabique. Absolument. Oui, je peux vous garantir que le verbe décompose,
je l'ai entendu. Hein. Ce qui fait que j'ai eu un mal fou à apprendre à lire et à écrire, puisque à l'école c'était comme ça, puis à la maison c'était autre chose. Bon. Et ma mère n'a jamais... j'ai pas de souvenir honnêtement qu'elle ait dit à mon père, ça suffit, stop quoi. Ça suffit. Et votre père, lui, puisque vous dites qu'il a eu une réaction, il voulait un garçon, il y avait encore un peu dans ce moment-là, l'aîné de la famille se devait d'être un garçon, mais il ne vous avait pas encore vu passer ce premier mouvement d'humeur. Est-ce qu'après, la petite fille que vous étiez, avant l'école, j'entends, est-ce que il vous a investi? Pas du tout. Non. C'était son travail. Il était profession libérale. Ça a été son travail. Et les rares fois où il s'occupait de moi, c'était pour me casser. Pour me casser. Ça a été tant pour l'apprentissage de la lecture et après pour l'apprentissage de la conduite automobile. Mais t'es qu'une conne, mais t'y arriveras jamais, enfin bon. Vous l'avez eu, votre permis ? Oui, je l'ai eu, mon permis. Bah, bravo. Ouais. Malgré tout, vous avez pu contourner tout ça. Ouais. Mais donc, entre-temps, entre le CP et puis le permis de conduire, donc je me souviens très, très bien, j'étais en 6e. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui marque quand même. J'étais dans la cuisine et je dis à mes parents, je veux être procureur. Ouh. À 11 ans. Et personne dans votre famille n'était dans la magistrature ? Non. Non ? Et d'où vous, à 11 ans, pourquoi procureur ? C'est pas banal chez une enfant. Ouais. En fait, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était justice, police. J'adorais lire tout ce qui était les 6 compagnons. Ah oui. C'était, dès que j'ai su lire et comprendre la lecture, j'ai dévoré ces bouquins. Et à 11 ans, j'ai dit, je veux être proc. Alors, j'ai pas, sur le coup, c'est après que j'ai compris. C'est après. Parce que vous vous dites, bon, tu as été victime d'injustice, donc tu veux rendre la justice. Et comment ils ont réagi, vos parents, alors ? Alors, mon père m'a dit, t'es trop conne, tu n'y arriveras jamais. D'accord ? Et ma mère n'est jamais intervenue dans tout ça. Et comment il était vis-à-vis de votre mère ? Est-ce qu'il était aussi très dur avec elle en parole, dévalorisant ou pas ? Non, mais ma mère était soumise. Oui, c'est ça. Donc, il n'avait pas besoin de... D'accord. Oui, c'était lui qui était très dur, qui régentait un peu. Ouais. Ah oui, tout à fait. Puis je pense que c'était aussi dans sa famille, à savoir... il y avait un frère qui voulait faire un métier et leur père a dit non, tu feras ça. Oui, il avait cet exemple-là de père, quoi, un peu patriarche. Ouais, tout à fait. Avec votre sœur, il était pareil, comme ça, très strict, très rigide sur Non, beaucoup moins. Et oui, mais finalement, vous étiez, d'une certaine façon, il voulait vous éduquer comme ce fils qu'il n'avait pas eu en tant qu'aîné. Ouais. Comme s'il voulait, malgré tout, qu'il y ait une relève de prise, enfin, quelque chose peut-être de cet ordre-là. Voilà, tout à fait. Professionnellement, il fallait que le fils reprenne. C'est ça. Vous avez été élevé un peu dans cet esprit-là, semble-t-il, par votre père, en tout cas. Ah complètement, mais bon, je voulais pas reprendre sa profession. Ça m'intéressait pas. Il aurait aimé, vous pensez ? Eh oui. À 1000%. Il a beaucoup misé sur vous, même si vous traitez de conne, il misait beaucoup sur vous. Ah oui. Ouais. Et sa profession ne m'a jamais intéressée. Moi, ce que je voulais, c'était être proc. Vous l'êtes devenu ? Non, hélas. Vous le regrettez ? Hélas. Vous avez fait des études de droit ? Non, par contre, je travaille dans le droit. D'accord, quand même. Donc, mais bon, vous êtes dans ce domaine-là. Oui, mais c'est pas ça. C'est pas, j'aurais vraiment voulu être. C'est pas ça, c'est que vous réalisez pas dans votre travail ? Si, mais pas tant que j'aurais aimé. Puis là, ma patronne l'autre jour m'a dit mais vous avez pas les diplômes de votre collègue, donc.
Vous n'avez pas, enfin, elle m'a encore une fois de plus, enfin, je me suis dit, mais c'est pas vrai, j'ai la poisse. Ça vous poursuit, mais c'est là que ça résonne, oui, ça fait écho avec ce père qui toujours exigeait beaucoup, paradoxalement, de vous, attendait beaucoup de vous, mais s'y prenait évidemment de la plus mauvaise manière, parce que affreusement mal au niveau diplomatie, c'était nul, mais vraiment une catastrophe. Et il continue avec ses petits enfants, hein. Enfin bon, malheureusement. Avec vos enfants? Non, parce que voilà, le problème. Enfin, je veux dire, j'ai pas vraiment eu de chance. Enfin, il y a pire, hein. Il y a toujours pire que soi. On est bien d'accord. Mais et donc je me suis mariée un peu tardivement. J'avais 30 ans. Oh, écoutez, enfin, aujourd'hui, on dirait plus de tout ça, hein, c'est... Ouais, et ma mère m'a dit, il vaut mieux pas que t'aies d'enfants. Oh là là, pourquoi? Quand vous vous êtes mariée, enfin, quand vous lui avez dit que vous étiez amoureuse? Ouais, parce qu'en fait, mon mari est divorcé. Il a un fils. Oui. Il a un enfant de son premier mariage. Et mon mari est grand dépressif. Et donc ma mère, et c'est vrai qu'on a passé des moments assez difficiles avec mon mari parce qu'on a failli divorcer. Et du coup, ma mère m'a dit non, il faut pas que t'aies d'enfants. Et bonne petite fille que j'étais encore, même à 30 ans, j'ai pas voulu. Peut-être que j'ai pas voulu non plus reproduire ce que j'avais vécu. En tout cas, il y avait cet interdit maternel et vous l'avez suivi, quoi. Ouais. Un peu malgré vous. Et c'est douloureux aujourd'hui. Voilà. Oui. Et ma sœur a la chance d'avoir 3 enfants. Enfin, voilà. Et ça vous fait souffrir, ça? Affreux. Vous vous entendez bien avec votre sœur? Oui et non. Et avec vos neveux et nièces? Alors, j'ai une nièce avec qui je m'entends très très bien. Ah, c'est bien ça. C'est ma fille de substitution, quoi. Oui, mais oui, vous avez une relation, vous êtes très proche d'elle. Oui. Oui. Géographiquement, parce qu'on habite à 200 kilomètres de distance. Mais on essaye de se téléphoner régulièrement. Elle vient à la maison. Oui, elle vous aime beaucoup aussi. Oui, réciproquement, oui. C'est important ce lien-là, vous savez. Oui, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et j'adore les animaux, essentiellement les chiens. Oui. Et j'ai une chienne depuis... j'ai toujours eu des chiens, depuis ma plus tendre enfance. Ah oui, j'allais vous demander. Enfant, vous aviez des chiens déjà? Des chiens, oui. Ça a été un réconfort pour vous? Ah, mes chiennes. Et c'est bizarre, hein. Je n'ai voulu que des chiennes. J'ai pas voulu de chiens. Oui, oui. On avait tellement, votre père avait tellement rejeté le féminin que vous avez pris le contre-pied, montré que c'était bien. Et encore maintenant, j'ai une chienne qui a 3 ans. La précédente est morte il y a 3 ans. Et une semaine après, j'avais celle que nous avons actuellement. J'ai pas pu tenir plus d'une semaine sans un chien. Oui, vous aviez besoin de cette présence-là. Et ma chienne... Vous avez pris un bébé ou... Oui, un bébé de 3 mois, oui. D'accord. Mais oui, elle occupe une très grande place. Oh. Vous êtes assez fusionnel avec elle. Oh là là. Et je me suis retrouvée toute seule. C'est pas gentil de dire ça vis-à-vis de mon mari, mais pendant une semaine, on était que tous les deux. Mais on était perdus. Et j'étais perdue. Oui, mais je comprends, parce que cet animal avait pris beaucoup de place. Elle avait vécu 15 ans avec nous. Oui, donc c'est normal d'être perdu quand on perd comme ça. Vous savez, l'attachement qu'on porte à un être humain ou à un animal n'est pas si différent quand on y réfléchit bien. Alors c'est vrai qu'un animal, ça n'a pas une durée de vie. Malheureusement, non. Les chiens, par rapport à la nôtre, oui, ont une durée de vie pas assez longue. Je suis d'accord avec vous. Mais bon, c'est comme ça. On s'y attache trop. Et ma chienne, c'est vraiment... j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Quoi. Et vous êtes très tendre avec elle, j'entends. Oh, oui, vous avez, vous, un côté
C'est mon bébé. J'entends, oui. Mais vous avez un côté, vous, très tendre. Vous auriez pu vous endurcir après ce que vous avez vécu. Et apparemment, non. Quand vous me parlez de votre nièce, quand vous me parlez de votre chienne, il y a beaucoup de tendresse dans votre voix. Ouais. Mais en ce moment, vous êtes malheureuse, hein. Ça vous dit que vous faites un bilan très douloureux, là. Vous avez eu 50 ans ces jours-ci ? Oui, il y a un mois. Oui. Et ça fait remonter beaucoup de choses, là, vous vous sentez... Et pour vous dire, le jour de mon anniversaire, j'ai vu que ma mère m'appelait tant sur le fixe que sur le portable. Et quand je voyais son numéro, j'ai refusé de la prendre. Mais refusé. Oui. Elle a essayé de joindre mon mari en disant « J'arrive pas à voir Marion, qu'est-ce qui se passe Oui, vous n'aviez pas envie de enfin, à la fois, si elle n'avait pas appelé, peut-être que ça aurait été compliqué, mais vous ne vouliez pas lui parler. Non, je voulais pas lui parler parce que je pense que je lui aurais vidé mon sac. Et je l'ai déjà fait. Mais ça n'a servi absolument à rien. Vous lui avez dit déjà des choses comme ça qui vous avaient fait mal? Vous avez pu en parler? Oui, mais j'ai l'impression qu'elle est hermétique. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Parce qu'elle a des réactions parfois de rejet. Par exemple, une fois, j'avais dit à ma nièce, surtout, devant ses grands-parents, je lui avais dit, tu fais ce que tu as envie de faire professionnellement. Si tu as envie de faire, je sais pas, cuisinier, tu es cuisinière. Oui, c'est un message que vous leur faisiez passer. Vous auriez bien aimé qu'on vous laisse cette liberté-là. Tout à fait. Tout à fait. Et mais est-ce que vous n'arrivez pas à dire à votre mère ou à votre père qu'il y a des choses qui vous ont fait souffrir, notamment justement le fait de ne pas avoir eu d'enfant? Il était déjà très dépressif, votre mari, quand vous l'avez rencontré? Oui, il a eu des épisodes de grosses dépressions, mais bon, j'ai été là pour l'aider, quoi. Enfin, vous voyez, oui, ça m'étonne pas, oui. Mais vous avez choisi un homme radicalement différent de votre père. Complètement. Moi, il n'était pas autoritaire. Même s'il y a certains points communs, je pense que chez tout homme, il y a peut-être des points communs quand même. Je dis pas qu'il y a le complexe d'Oedipe, loin de là. Non, mais autant d'hommes, autant de différences, de singularités, on peut pas. Mais vous êtes dans votre couple, comment vous vous sentez, vous? Il y a eu des fois, ça n'a pas été toujours évident, même dans les moments intimes et tout ça, ça n'a pas toujours été facile. Mais bon, j'ai toujours un mari assez, prévenant vis-à-vis de vous? Pas toujours, mais toujours. Bon, Ali, je lui ai beaucoup parlé, en fait. C'est ça, il est à l'écoute, il vous comprend. Oui. C'est important, ça. Oui, vous ne l'avez pas choisi par hasard. Non, et puis, ça a vraiment été le coup de foudre. La première fois où je l'ai vu, quand on parle de coup de foudre, personnellement, je l'ai vécu. Quand je l'ai vu la première fois, franchement, voilà, c'est ce qu'on appelle quand on le coup de foudre, oui. Voilà, mais c'est important parce que j'entends, malgré cette histoire d'enfant, cette histoire douloureuse, je trouve que vous auriez pu d'ailleurs rejeter les hommes, Or là, vous me dites que ça a été un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre pour votre mari, avec qui vous êtes toujours aujourd'hui. Quand vous me parlez de on a eu des difficultés, on a failli divorcer. Et donc mais vous êtes toujours ensemble, donc vous êtes attachés l'un à l'autre. Oui. Quand vous me parlez, vous auriez pu aussi vous devenir un peu dur, ce qui est une façon de se protéger parfois. Or, on entend une sensibilité au contraire à fleur de peau, beaucoup de tendresse. Donc vous n'avez pas tout éteint en vous. Ah non. On sent que ça vit, ça vibre. Peut-être un peu trop en ce moment parce que ça vous fait souffrir. Vous n'avez jamais,
pensé à parler un peu de votre histoire, de cette souffrance là que vous traînez depuis tout ce temps, enfin, ou qui remonte peut-être en ce moment particulièrement? Alors, si j'étais allée voir une psy, et justement, c'est elle qui m'avait aidée à l'époque. Je connaissais pas mon mari d'ailleurs. Oui. Qui m'avait fait comprendre que bon, certes, j'étais pour rien dans l'histoire de l'empoisonnement que j'avais causé à ma mère, etc. Et elle m'avait dit, mais vous vous rendez compte de mots que vous employez? C'est le mot qu'elle a utilisé. Oui, c'est très lourd. Oui, oui. On n'invente pas ce genre de choses. Franchement, on n'invente pas. Oui, donc elle était très attentive à ce que vous lui disiez. Vous avez fait un bout de chemin avec elle? Oui. Ça vous a aidé à un moment? Ça m'a aidé, mais peut-être que, je suis pas allée jusqu'au bout. Vous savez, va-t-on jamais jusqu'au bout? Alors, il faudrait être en psychanalyse toute la vie. Mais en revanche, moi, quand j'entends cette souffrance-là qui ressurgit, je pense que ça serait important d'à nouveau parler, d'avoir un lieu pour parler, pas rester dans ce bilan un peu négatif, alors qu'il n'y a pas que du négatif. On va marquer une pause, Marion, puis je vous lirai quelques messages que je reçois déjà pour vous, d'accord? D'accord. À tout de suite, ne raccrochez pas. Merci. Marion, alors vous avez commencé un peu ce témoignage en disant, alors justement vous préveniez un peu les auditeurs parce que vous vous rendiez compte de la brutalité de votre question, c'est vous qui avez utilisé ce terme, peut-on détester ses parents? Et je voudrais y revenir là-dessus, mais je vais d'abord vous lire un peu les messages qui me parviennent. J'ai un message qui est pas signé parce que je dis qu'au-delà de 160 caractères, malheureusement je l'ai pas dans son entièreté, mais quelqu'un qui trouve votre personnalité très touchante et la façon que vous parlez dont vous parlez de vous. Elle dit, vous savez, souvent on pourrait se dire quand on fait des bilans qu'une autre vie nous aurait rendu plus heureux ou plus heureuse. C'est pas toujours le cas. La personne dit, est-ce qu'elle aurait été aussi comblante pour vous? Alors elle dit, on n'en est pas toujours sûr. Beaucoup remarquent la jeunesse de votre voix, comme s'il y a quelque chose qui restait un peu de cette histoire-là, de cette période de l'adolescence dont vous nous parlez, qui n'a pas été facile. C'est curieux parce que c'est ce qui frappe beaucoup les auditeurs, cette voix jeune, comme s'il y avait une part de vous qui était restée encore dans cette histoire-là et dans cette histoire douloureuse. Et pourtant, j'ai 50 ans. Ben oui, bien sûr, mais ça veut rien dire, ça. Salomé dit, essayez pas de haine envers ses parents, ça rajoute de la souffrance inutile, l'indifférence, peut-être de la distance, de l'oubli. Oui, mais pas facile. Il y a Monica qui dit, les parents, normalement, doivent aimer leurs enfants. S'ils l'omettent, après tout, les enfants ont le droit de prendre de la distance. Puis il y a Sergio, lui, qui voulait savoir le nom de cette petite chienne dont vous nous parliez, qui est à vos côtés, là, ça, dans un tout autre registre. Vous savez, c'est jamais simple d'éprouver ce sentiment. On voit bien d'ailleurs dans les circonvolutions que vous avez prises avant de nous dire est-ce qu'on peut détester, est-ce qu'on a le droit, vous avez même dit, de détester ses parents. Votre question montre que c'est pas simple et que c'est pas simple parce que ça engendre toujours un peu de culpabilité. C'est comme si on transgressait quelque chose. Or, les psychanalystes vous diraient que pour eux, c'est un peu le quotidien. J'exagère un peu, mais enfin, que les gens qui viennent leur parler parlent beaucoup de leur histoire et d'une histoire parfois compliquée avec les parents. Et que ça dit toujours quelque chose de vous, de votre histoire, d'une souffrance. Fabienne dit, quand on dit ça, finalement, si on en vient à haïr ses parents, c'est que quelque part on les aime. J'ajouterais que c'est plutôt, ça nous parle d'une histoire d'amour déçu. Parce que bien sûr que chez l'enfant, il y a cette attente, il y a ce besoin d'être aimé, d'être reconnu pour ce qu'il est. Déjà, en premier lieu, vous, en tant que fille, c'est comme si le féminin, en tant que fille, vous étiez rejeté. Ce qui est, évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Pas plus que de son sexe, et la couleur de ses yeux, on n'y peut rien. Non, mais ça dit quelque chose aussi de l'histoire de votre père et de la façon de l'éducation qu'il a reçue et de cette valorisation à un moment du masculin, ou en tout cas, ça dit quelque chose de lui et de ce rôle
très rigide finalement, de cette conception très rigide qu'il avait du rôle d'un père. Peut-être n'avait-il pas eu d'autre choix à ce moment-là. On était dans une éducation qui formatait beaucoup. Quant à votre mère, ça en dit long aussi sur la façon dont elle a vécu sa maternité. Peut-être sa féminité d'ailleurs. Vous dites que là aussi, il y avait un carcan et qu'elle était une épouse soumise. Les parents sont pris dans une histoire. Ça, je dis ça, c'est pas pour les dédouaner de leur comportement vis-à-vis de vous, comportement qui vous en fait terriblement souffrir et qui continue à vous faire souffrir. Mais justement, la thérapie aide aussi à, déjà, comme vous l'avez fait à un moment donné, je ne sais pas ce qui vous avait amené à ce moment-là, vous n'aviez pas encore rencontré votre mari, c'était un mal-être qui a fait que vous aviez de vous-même fait cette démarche. J'avais aucune confiance en moi. Oui, oui. Et bon, ça, quelque part, un peu professionnellement, ça continue. Et puis là, l'autre jour, ma patronne m'a vraiment cassé de nouveau. C'est-à-dire que les paroles de votre patronne ont eu d'autant plus d'impact toxique sur vous qu'elles vous ramènent à d'autres paroles que vous avez entendues dès l'enfance. Et qui malheureusement, le boomerang. Malheureusement, ces paroles-là, je vais reprendre un terme que votre mère a utilisé, ce sont ces paroles-là qui vous empoisonnent aujourd'hui. Et parce que malheureusement, pour un enfant, les propos tenus par les parents, ça a un peu valeur d'oracle. Enfin, c'est très difficile quand on est enfant de remettre en question ça. Et ça finit par s'imprimer en nous très profondément, à la fois physiquement mais psychiquement. Et c'est très difficile de s'en défaire parce que même s'il y a une partie de nous évidemment qui va les rejeter, en disant je les déteste, je les hais de m'avoir fait ça, de m'avoir tenu ces propos, il y a une part en nous qui les a assimilés et qui a du mal à s'en défaire. Et c'est là où un travail sur soi me paraît, j'allais dire important, même inévitable quand on a une histoire comme la vôtre. Alors là aussi, vous me direz, vous qui aimez tant la justice, parce que vous auriez tellement aimé que les choses soient plus justes vis-à-vis de vous, c'est une injustice, je vous l'accorde, d'avoir à se taper, j'utilise volontairement cette expression, un peu très familière, des années de thérapie parfois, pour se sortir d'une histoire familiale, pour se libérer d'une souffrance, là où d'autres ont cette chance de grandir dans un contexte qui d'emblée va être plus épanouissant pour eux et en tout cas va leur permettre de se construire un peu selon où on va respecter leur personnalité, leur choix, leurs désirs, leurs aspirations profondes. Mais malheureusement, il arrive que l'on naisse dans des familles où tout ça est un peu bafoué, voire complètement, et que du coup il faille en passer par ce travail long et difficile et douloureux souvent pour parvenir, pour parvenir à déjà moins de souffrance, à faire avec cette vie-là et voir que cette vie-là, après tout, elle est peut-être pas si nulle que ça. Bon, il y a des côtés positifs, je dis pas le contraire, mais c'est vrai qu'il y a des manques. Et puis là, mon mari vient d'apprendre que son fils allait être papa, donc si vous voulez, ça, tout remonte, quoi. C'est... Cet enfant, d'ailleurs, ce garçon, vous l'avez élevé, vous aussi ? Non, pas du tout. Non, il était avec sa mère. Mais il venait de temps en temps voir son père ? Pas souvent. Pas souvent. Non, pas souvent. Et aujourd'hui, il s'en est rapproché ? Oui et non. Alors, rapproché, si vous voulez, c'est pareil, il y a la distance géographique et sa profession, enfin la profession de mon beau-fils fait que là, il est obligé de partir dans les îles. Ah, bon, d'accord. C'est dommage parce que j'allais dire, peut-être que pour vous aussi à travers, puisque vous êtes marié et que donc votre mari va devenir grand-père, vous aussi, vous pouvez être associé, c'est-à-dire créer des liens aujourd'hui, y compris avec cet enfant à naître. Vous avez un rôle à jouer. Je sais pas. Il y a des formes comme ça de réparation à travers ce lien aussi que vous avez avec votre nièce, qui est un joli lien. Ah ouais, heureusement qu'elle est.
Oui, mais heureusement que vous êtes là aussi pour elle, certainement. Parce que avec une tante, souvent, il y a cette proximité qui fait que les choses sont plus douces, peuvent se faire plus facilement qu'avec sa propre mère. Alors, sans parler d'une mère qui est elle-même très en difficulté et qui n'arrive pas, finalement, comme elle n'a pas pu s'affirmer vis-à-vis de son mari, elle n'a pas pu, dès que ce qui était féminin en vous était bafoué ou que votre père se comportait de façon très rigide, s'opposer à ça, puisqu'elle ne pouvait déjà pas s'opposer à son mari. Et où elle vivait le féminin comme quelque chose où on subit finalement la grossesse, où on subit... Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne vous a pas désiré aimer, au fond. Mais en tout cas, elle renvoie une image pas valorisante, et même très dévalorisante, de la maternité. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, en disant « ne fais pas d'enfant », de qui elle parlait ? Peut-être d'elle. Pourtant, elle a tout fait pour en avoir. Mais ça vous a bien empoisonné la vie, vous ? Que oui. Et voyez, ils ont un certain âge maintenant, et je me dis, ils m'ont gâché ma vie, et je leur gâcherai leur vieillesse. J'en suis arrivée à ce degré-là en me disant, la vengeance étant un plat qui se mange froid, maintenant vous allez payer. Oui, mais finalement, le prix à payer est lourd pour vous aussi. Parce que la vengeance, comme vous dites, finit par faire du mal à soi-même. Mais c'est-à-dire qu'il y a... bien. En ce moment, mais j'entends que vous n'allez pas bien. Et c'est pour ça qu'il est important que vous soyez accompagné. Parce que si vous voulez, le plaisir ne dure pas de cette vengeance. Et puis, il y a quelque chose aussi qui peut être un peu douloureux, c'est comme si, au lieu d'arriver à prendre une distance par rapport à ses parents, une distance affective en tout cas, parfois géographique, elle peut être nécessaire. Là c'est bon, géographique c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est comme si vous perpétuez quelque chose, c'est-à-dire comme s'il y avait quelque chose de la haine qui continuait. Je dis pas que vos parents étaient dans la haine vis-à-vis de vous, je pense qu'il y avait des comportements complètement inappropriés, des paroles qui vous ont fait très mal, mais en même temps il y avait, en tout cas de la part de votre père, un investissement trop grand, trop de projection. Et c'est pour ça que votre sœur était plus tranquille. Mais vous, en tant qu'aîné, il vous faisait porter beaucoup de choses. Il avait beaucoup d'attentes et d'exigences vis-à-vis de vous. Voilà. Oui. Mais cela dit, les faire payer, comme vous dites, je crains que ça ne résolve pas votre souffrance à vous. Or, ce qui me paraît la priorité aujourd'hui, Marion, c'est votre souffrance. Et c'est de ça dont il faut s'occuper. Oui. Allez-y. Parce qu'au même moment, je reçois, attention Marion, la vengeance est un poison. Je suis d'accord avec ça. On y revient à cette histoire de poison. Ces paroles de vos parents, parce qu'il y a quelqu'un aussi qui dit, voyez, vous aviez peur, j'entends bien que vous aviez peur de choquer, parce que c'est culpabilisant d'en arriver à éprouver ces sentiments-là vis-à-vis de ses parents. Et pourtant, si on en arrive à éprouver de tels sentiments, c'est jamais par hasard. Ça raconte toujours une histoire. Comme une histoire jamais de fumée sans feu. Une histoire dont vous avez été victime à la base. Vous auriez aimé avoir d'autres liens. Il y a quelqu'un qui dit, la question pourrait être, a-t-on le droit de dire des choses comme ça à ses enfants ? Et cette personne ajoute, oui, vous avez le droit de réussir à vous libérer de tout ça, de toute cette souffrance. Ouais. Donc, c'est-à-dire, comme le dit René, le travail consisterait à prendre de la distance par rapport à eux, mais une distance psychique, à vous décaler finalement. Et ça demande de l'aide d'un tiers, ça demande vraiment un travail sur soi. C'est-à-dire que dans un premier temps, comme vous le faites là avec nous ce soir, vous pouvoir dire tout ce qui vous fait mal, tout ce qui vous fait souffrir, ça se fait pas du jour au lendemain, mais pour finalement arriver à moins en souffrir. Parce que vos parents, même si vous dites, vous parlez de cette rancœur, de ce sentiment de haine, ils sont très présents. Trop présents encore. Oui, psychiquement. Oui. Ils sont presque envahissants. C'est pour ça que je ne réponds plus au téléphone. Il y a des fois, je refuse je refuse de les appeler. Je fais violence pour les appeler.
Franchement. Mais je pense que c'est pour ça qu'il est important. Vous pouvez aussi pendant un temps dire je ne vais pas bien. Après tout, leur dire je ne vais pas bien. Je préfère pour le moment, j'arrive pas trop à vous parler. Et vous, en revanche, allez parler, trouvez un bon thérapeute qui va vous entendre, qui va vous accompagner, qui ne va pas vous laisser dans cette phase-là où c'est à vous-même surtout que vous faites du mal. Vous voyez, il y a quelques années de ça, c'était pour juste avant les fêtes de Noël. Ma mère m'appelle en disant vous venez pour Noël? Je lui ai dit non, je ne viendrai pas. Nous ne viendrons pas. Elle continue. Vous venez pour Noël? J'ai dit mais est-ce que tu as compris ou pas? C'est non, non et non. Parce qu'en fait, il n'y en a que pour ma sœur et les enfants. D'ailleurs, une chose je me suis fait la remarque dimanche. J'étais chez moi en train de repasser, vous voyez. Mais finalement, chez eux, il n'y a que des photos de ma sœur et des enfants. Il n'y a pas de photos de vous? Oh, il va y en avoir peut-être une, voire deux. Quand même. Donc, et votre mère tenait à ce que vous soyez là quand même à Noël? Oui, mais j'ai refusé. Oui, mais je comprends. Vous avez le droit, bien sûr. Oui, Noël en plus c'est quelque chose enfin, c'est tellement particulier. Ça me fait trop mal. Oui, ça vous fait mal. Oui, donc voilà. Vous avez raison de vous protéger. Mais quand vous dites c'est pas tant votre sœur, c'est les enfants de votre sœur. C'est-à-dire que c'est plutôt aujourd'hui, c'est votre mère parle beaucoup des enfants, de ses petits enfants. Oh là là. Est-ce qu'elle est meilleure grand-mère finalement? Parce que je sais pas. Vous savez pas trop. Une chose est sûre, c'est que ma nièce, c'est l'aînée des trois. Elle est née en juillet, on est allé la voir, elle est née fin juillet, on est allé la voir. Quant aux deux autres enfants, je suis allée faire leur connaissance 6 mois après. Oui. Alors que cette petite, déjà votre nièce, quand elle est née, c'était l'aînée aussi. Enfin, il y avait. Oui, donc vous vous projetiez beaucoup en elle, vous vous retrouvez en elle. Et de fait, il y a des choses qui vous parlent. Enfin, vous avez une sensibilité commune, semble-t-il. Ah ouais. Oui. Déjà, on a l'amour des animaux, des chiens. On a la même race. Oui. Et oui, enfin, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui vous lient. Je vous dis, c'est ma fille spirituelle. Ben oui, j'entends, oui. Et vous devez beaucoup compter, être très importante pour elle. Parce que je vous le disais, avec une tante ou avec un oncle, les rapports sont plus pacifiés quand ils se passent bien, parce que c'est une question d'affinité, évidemment. Mais parce qu'il n'y a pas tous les enjeux affectifs qui pèsent sur les relations parents-enfants, toutes les attentes. Ou en tant qu'oncle et tante, il n'y a pas ces attentes qui pèsent sur un enfant. Et ça fait du bien, souvent, aux enfants, comme ça, d'avoir aussi cette présence-là. Ouais, puis bon, dès qu'elle peut, je lui dis, viens à la maison. Oui. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 15 ans. 15 ans, d'accord, c'est une jeune fille. Ouais. Une ado, oui. Je reçois beaucoup de messages puisque vous dites vous avez de l'amour des animaux en commun avec votre nièce. C'est pas rien d'aimer les animaux. Parce que pour aimer les animaux, il faut d'une certaine façon déjà savoir ce qu'est l'amour. Et c'est pas donné à tout le monde malheureusement. Or, il y a une part de vous qui sait très bien ce qu'est l'amour. Et qui même a une dimension très maternelle. Ah ma chienne, c'est ma fille, quoi. Mais ce que je veux vous dire ça, non. Non, pourquoi vous seriez désolée? Vous avez le droit de le dire. Mais pour aimer les animaux, d'une certaine façon, il faut avoir connu ce qu'est l'amour. Or, il y a une part de vous qui ne s'est pas détournée. Vous parlez de haine, mais c'est pas ça qui vous caractérise. D'ailleurs, c'est ce que dit Osiris, qui le dit très joliment. Il dit vous auriez tant préféré l'amour. C'est pour ça que je parlais d'histoire d'amour déçu. Et c'est toujours très douloureux. Je reçois un autre message de Viviane qui dit vous savez, il n'est jamais trop tard pour s'affranchir du poids parental. Votre vie n'est pas finie. Vous n'avez que 50 ans et elle vous appartient aujourd'hui. Donc elle dit je suis sûre que vous allez y parvenir et à faire quelque chose de
en tout cas de moins douloureux, de moins désespéré que ça ne l'est actuellement. Quelqu'un vous comprend très bien en disant ma mère m'a toujours méprisée, je passe ma vie, à lui prouver qu'elle a eu tort, j'ai été aidée, mais que c'est violent à vivre, d'où votre souffrance que cette auditrice comprend très bien. Y a Fabienne d'ailleurs qui relève votre phrase quand vous dites à propos de vos parents, je me fais violence pour ne pas les appeler, comment l'interpréter? Bah oui, on voit bien à quel point c'est pas simple d'être dans cette relation-là. Et puis encore quelqu'un, un message de Sylvia qui dit un petit compliment, allez au passage pour vous Marion, une voix exceptionnellement jeune et belle, un vrai atout, mais dans votre voix il y a quelque chose de vous aussi qui respire là, qui dit il y a quelque chose de... Et c'est étonnant parce que je reçois beaucoup de messages et c'est rare où on rebondit comme ça sur la voix de la personne. Alors quelqu'un dit il faut parfois se couper de ce qui fait souffrir pour avancer et parfois ça passe par ses propres parents, j'ajouterais son histoire parentale. Et il y a Monica qui dit je comprends que vous soyez bigrement en colère, mais attention que cette colère ne soit pas contre vous-même. Et c'est là où je parlais de la vengeance, c'est-à-dire que c'est des choses qui au bout d'un moment, c'est humain, hein, c'est-à-dire qu'il faut pas dire oh là là, vous voyez c'est pas bien d'éprouver ça, ça fait partie de la palette des sentiments humains, la haine et autres. Mais au bout d'un moment, le plus terrible c'est la haine de soi, Marion. C'est ça le plus terrible. Il faudrait pas. Actuellement, vous êtes dans un bilan qui est douloureux. Et il faut pas rester enfermé là-dedans. C'est ce que j'ai envie de vous dire pour conclure. Il est important que vous puissiez en parler. Vraiment, d'être accompagné là. Parce que il y a déjà du travail qui a été fait, du chemin qui a été fait. Comme vous dites, il y a cet anniversaire qui réveille beaucoup de choses. Il y a votre mari qui s'apprête à devenir grand-père. Ça vous renvoie aussi 50 ans, c'est l'âge où on se dit, bon, là c'est vraiment plus possible d'avoir un enfant. Là où dans un coin de sa tête, on pouvait, même si on savait que ça ne se ferait pas, mais garder l'idée que il y avait un possible. Donc il y a des deuils à faire qui sont pas faciles et qui vous renvoient à d'autres choses douloureuses. Il faut pas que vous restiez comme ça à souffrir. Il faut que vous trouviez quelqu'un. Vous allez trouver. Peut-être voir, je sais pas, cette psy qui vous avait aidé. Non, parce que j'habite plus la même ville. Vous n'habitez plus la même ville. Non. Mais vous pouvez demander à votre médecin traitant, peut-être des adresses, quelqu'un, vraiment une thérapie. À fond. Oui, vous ne faites pas les choses à moitié, je crois, Marion. Donc, on va dire à fond. En tout cas, vous donnez ce temps-là, ne pas rester comme ça dans une aussi grande souffrance. C'est sûr, c'est vraiment très très dur en ce moment. Oui, j'entends que c'est dur. Donc, il faut pas. Mais il y a plein de choses derrière. Il y a des choses qui sont en train de remonter. Ça ne veut pas dire que le travail que vous avez entrepris il y a quelques années n'a servi à rien. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où des choses peuvent être réactualisées comme ça, où notre histoire nous saute à nouveau à la figure de façon très violente. Et c'est l'occasion, un peu de la revisiter et de prendre une distance pour moins souffrir. Oui, vous voyez, Noël 2017, ça ne sera pas avec mes parents. Oui, j'entends. Très bien. Non. Mais ça fait des années que c'est comme ça. Oui, Donc, aux grandes dames de ma nièce, d'ailleurs. Oui, elle aimerait vous avoir là. Oui. Elle vient vous voir parfois. Elle peut passer des week-ends avec vous. Les week-ends, c'est pas évident parce qu'elle a beaucoup de travail. Oui. Mais bon, aux vacances, quand elle le peut, oui, elle vient vous voir. Oui. Oui, mais vous avez le droit, là aussi, Marion, de ne pas passer Noël en famille. Hein. Ah oui, non, mais c'est fini ça. Bon, Pour moi, c'est fini. Mais l'important, c'est que vous ne soyez plus dans cette souffrance. Et là, il y a quelque chose à faire et vous pouvez le faire. Parce que vous avez réussi, je vous dis, il y a quand même... il y a une part de vous qui est très... Enfin, je veux dire, vous me dites, il y a votre couple, il y a la relation que vous avez avec votre nièce, il y a cette relation aux animaux, il y a une part de vous qui est très tendre et qui donne, qui est généreuse et qui sait aimer. Et c'est une chance, c'est pas donné à tout le monde, ça. Et vous voyez, j'ai une amie qui est dans la difficulté financière. Et dès que je vois des vêtements
ben, je lui achète, puis je lui donne. Oui, mais Voilà, il y a une dimension, on sent, très altruiste et généreuse chez vous. Vous savez, en vous écoutant, je pensais au livre d'une psychologue que j'aimais beaucoup sans la connaître, mais j'aimais beaucoup sa vision de la vie, qui s'appelait Maryse Vaillant, et qui a beaucoup écrit, notamment elle a une histoire très particulière, une relation à sa mère très difficile, une mère qu'elle qualifiait de folle, entre guillemets, mais enfin, elle mettait pas de guillemets, et où elle s'est penchée sur l'histoire familiale, qui était une histoire très douloureuse, surtout du côté de sa mère. Elle a commencé en étant éducatrice, c'est pas n'importe quel métier de de charger de l'éducation d'enfants. Elle est devenue psychologue, et elle a beaucoup écrit, notamment un livre qui s'appelle Pardonner à ses parents, c'est paru en poche, je crois. Elle, à travers de nombreux témoignages, elle parle des souffrances, des fêlures qui sont inhérentes à tout système familial. Et elle délivre beaucoup de conseils. Oui, pour vraiment entreprendre un travail introspectif nécessaire, parce que l'important, c'est surtout, même si c'est long, c'est douloureux, je vous le cache pas, l'important, c'est d'arriver un peu à être en paix avec soi-même. Et ça me parle d'autant plus qu'a écrit Maryse Vaillant. Je vous dis, elle-même, on n'est pas dans la théorie là. À travers certains de ses livres, peut-être vous aurez l'occasion comme ça de découvrir d'autres de ses livres. Elle parle de son histoire. J'ai plus en tête celui où elle parle de son histoire, mais de son histoire familiale qui est vraiment très très particulière, très complexe, et où elle a, en tant qu'enfant, beaucoup souffert. Elle en a fait tout un parcours, et je vous dis, il y a notamment ce livre auquel je pense. Alors, vous voyez, avant de pardonner, il faut d'abord passer par ce travail nécessaire sur soi-même. Non, mais je pense que, je vous écoute très 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 souvent, donc bon, pas jusqu'à 1h du matin, mais je m'endors souvent avec vous, et vous êtes vraiment de super conseils, quoi. Vous donnez, de très très bons conseils. Ben, je vous remercie. Il y a Arlette qui dit, on ne passant pas Noël avec ses parents, Marion pose un acte pour elle-même, et c'est très bien. Et elle ajoute, non sans malice, si elle se doutait du nombre de personnes qui aimeraient bien en faire autant, mais qui n'osent pas, parfois, par le poids des conventions. Je vous embrasse, Marion. Moi aussi, c'est très gentil. Merci beaucoup, Caroline. Prenez soin de vous, et ne restez pas surtout comme ça dans cette souffrance. Allez en parler, vous allez en faire quelque chose. D'accord ? Merci. Je vous embrasse et bonne soirée. Bonne soirée, merci Marion. Merci pour tout ce que vous faites pour tout le monde. Au revoir, Marion. Au revoir. Au revoir, Caroline. Merci. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Sur Europe 1 jusqu'à 1h du matin. Vous avez entièrement carte blanche au 39 21. 39 21, c'est le numéro que je vous invite à composer si vous souhaitez me parler, ou à tout moment, vous pouvez aussi intervenir à l'antenne en direct pour dialoguer avec un auditeur ou une auditrice dont l'histoire vous touche particulièrement. Vous pouvez également, si vous êtes un petit peu plus timide, vous exprimer par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Et justement, un petit message d'Antoine qui dit: vous pouvez dire à Marion, oui, on peut détester ses parents, parce que finalement, comme on dit, on ne choisit pas ses parents, et c'est parfois difficile de composer avec sa famille. On va maintenant rester dans ces histoires familiales avec Anne. Bonsoir Anne. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors vous aussi, vous avez un souci d'ordre familial, mais d'un tout autre ordre que celui de Marion. Oui,
mais effectivement, je voulais d'abord revenir sur le fait qu'on ne choisit pas sa famille, et ça, je me rends compte de plus en plus parce que j'en souffre de plus en plus. C'est la chanson de Maxime Le Forestier, d'ailleurs, qu'on a entendue avant. Alors, c'était San Francisco, mais il en a fait une très belle sur ce sujet. Ouais, exactement. Et en fait, j'ai déjà intervenu à l'antenne à ce sujet il y a quelques mois. Et suite à ça, j'avais suivi les bons conseils que j'avais reçus. Et petit à petit, j'ai fait un long chemin pour me détacher, en fait, de la souffrance que m'apportent mes parents, plus précisément au sein de ma famille. Et malheureusement, j'ai l'impression, leurs problèmes ressurgissent régulièrement et régulièrement, il me semble que je vais sombrer avec eux et je n'en peux plus en fait, je n'en peux plus. Alors, ce sont des problèmes d'ordre financier actuellement ? Oui, absolument. Absolument. Et là, en fait, j'ai appris ce matin par ma sœur, qui m'a envoyé un petit message, que leur maison va être saisie par un huissier. D'accord. Donc c'est votre sœur qui vous a informé de ça ? Ouais. Et comment elle réagit, elle, votre sœur ? Ma sœur est différente de moi et elle a une situation familiale assez difficile. Et en fait, ma sœur a pris le parti de... Je sais pas comment expliquer ça, mais disons qu'elle a d'autres priorités et du coup, elle est beaucoup plus détachée que moi. Et quand elle vous a informé de ça, vous pensez qu'elle attend quelque chose de vous ou qu'est-ce qu'elle fait parce qu'elle vous en informe? Je pense pas, mais du coup, je vous avoue qu'à chaque fois que je reçois, bon, c'est lié à deux choses, mais à chaque fois que je reçois des messages d'elle, un appel d'elle, j'ai l'impression que le monde va s'écrouler, mais c'est valable à cause de deux raisons. Sa fille a eu un accident il y a quelques années, j'étais là et s'en est suivi une période horrible. Voilà, c'est un chapitre que j'aimerais clore parce que ça... Elle est restée avec des séquelles de cet accident ? Ouais. Elle a fait un arrêt cardiaque à l'âge de 6 ans. On était en vacances, j'étais là et la veille, j'avais manifesté l'intérêt... Enfin, j'avais dit à ma sœur que je lui avais dit indirectement que j'allais couper les liens avec la famille, en fait. Et le lendemain, ma nièce a fait cet arrêt cardiaque. J'étais là, je l'ai vue morte. Bon, elle a été sauvée derrière, mais avec des séquelles... difficile et du coup quand ma sœur m'appelle, quand c'est pas prévu, mon cœur s'arrête parce que je me demande si la petite a encore quelque chose, mais bon, ça c'est pour vous expliquer. Oui, puis les deux événements liés dans votre tête, on voit, entraînent beaucoup de culpabilité, parce que même s'ils ne sont pas liés, mais vous dites vous l'informez que vous voulez couper les liens avec la famille et vous me dites je n'ai pas dit ça comme ça. Je disais pas grand-chose à l'époque. Je dis que cette année, je n'irai pas à Noël. Oui, mais dans votre esprit, ça s'est associé un peu, comme s'il devait arriver une catastrophe ou un drame. Oui, parce derrière. Que ma sœur m'appelle quand la petite est tombée, quand elle doit se faire opérer parce qu'on lui a implanté un défibrillateur, donc il a fallu changer l'année dernière. Et voilà, moi je suis en panique. Mais bon, à la rigueur, ce qui m'énerve aussi, c'est que les soucis de mes parents ont pris le dessus sur ma nièce. Oui, qui pourtant, elle a quel âge aujourd'hui, votre nièce ? Elle va avoir 15 ans la semaine prochaine et ça fait 9 ans en fait qu'elle a fait son arrêt cardiaque. Oui, alors les soucis financiers de vos parents prennent le dessus sur quelque chose d'assez dramatique, la situation de votre nièce. Et vos parents, je regarde un peu votre petite fiche, vous leur avez déjà assez régulièrement, je crois, prêté de l'argent. Pas régulièrement, mais non. En fait, j'ai prêté une fois de l'argent à mon père. Et surtout, je les ai beaucoup aidés à avoir de l'argent, c'est-à-dire à monter des dossiers pour des aides sociales, ou contacter un avocat quand ma mère n'était pas payée. C'est pas rien, oui, vous êtes occupé ça demande du temps, de l'énergie, de monter des dossiers comme ça. D'autant que moi, j'ai eu des problèmes aussi dans ma vie. Enfin, j'ai fait un burn-out lié plutôt au milieu professionnel il y a 3 ans, suivi d'une grosse dépression et j'avais pas de soutien familial, moi. Et moi, mes parents, je vis leurs soucis depuis que je suis enfant. C'est grâce à eux que je m'en suis sortie au niveau scolaire puis professionnel. Mais là, j'en suis à un moment de ma vie où j'ai le sentiment d'avoir aidé tout le monde, dit oui à tout. Et j'ai quasiment tout réglé.
J'ai pas eu le choix. Et maintenant, ma nièce va mieux dans son état qui stagne, mais elle va pas être réopérée tout de suite. Et voilà. La situation elle est sécurisée, on va dire. D'accord. Elle est hors de danger aujourd'hui. Il y a un suivi à 99,9%. Mais du coup, voilà, cette relation, ce rapport avec mes parents, il leur arrive des catastrophes tout le temps. Alors c'est peut-être moi aussi qui m'imagine qu'à chaque fois, je dois m'inquiéter à outrance, mais j'en peux plus, ils sont pas du tout sécurisants. Pourquoi finalement c'est vous qui en êtes arrivé à constituer ces dossiers? Vos parents ne sont pas en état de le faire physiquement ou psychiquement? Mes parents, pardon, je veux pas du tout être négative, moi ils se sont jamais pris en main. En tout cas, ils m'ont jamais donné le sentiment de se prendre en main, et j'avais l'impression que si je faisais pas quelque chose à un certain moment, ça allait engendrer ça allait avoir des répercussions beaucoup plus négatives. Et ça, même quand vous étiez plus jeune. Ouais. Quand j'étais plus jeune, de toute façon, moi, rapidement, dans ma tête, c'était moi, je suis née dans un milieu assez défavorisé, personne n'avait fait d'études, et moi, je sais pas ce qui m'a pris, mais très jeune, je savais qu'il fallait que je m'en sorte en allant au moins jusqu'au bac, et ensuite, je savais que je partirais et que j'aurais une bourse d'études et que je m'en sortirais. Votre façon de vous en sortir, ça a été beaucoup investir la scolarité. Oui et non. Vous étiez bonne élève? J'étais bonne élève, mais malheureusement, je n'étais pas aidée à la maison pour faire en sorte d'avoir le temps de faire mes devoirs, et il n'y avait pas d'émulation, ni intellectuelle, ni quotidienne. J'ai fait. Vous régliez déjà des problèmes à votre niveau d'enfant, mais quand vous rentriez à la maison, déjà, Je souffrais beaucoup, je pleurais beaucoup, je me rappelle, je me sentais pas comprise, puis ma mère était pas très gentille, on va dire ça comme ça, ni psychologiquement, ni physiquement, donc... Mais j'ai pris conscience de tout ça il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis pris un mur, en fait, à l'âge de 37 ans. Ouais. Le mur, c'était le burn-out? Ouais. Là, la dépression? Ouais, c'est parti de l'accident de ma nièce. J'ai remis pas mal de choses un peu à plat, et du coup, au travail, j'ai subi du harcèlement moral parce que j'encaissais 2-3 jobs, et du jour au lendemain, à cause de l'état de ma nièce, je dormais plus, donc je pouvais moins fournir. Voilà, donc ça a été un peu la dégringolade, et de là, voilà. Oui, vous êtes beaucoup, comme vous dites, vous avez beaucoup aidé les autres, votre famille. Alors, vous nous parlez de la situation de votre nièce. Je comprends que vous ayez été présente pour votre sœur dans des circonstances aussi dramatiques. Mais surtout, j'étais là, en fait. Je ne m'entendais pas avec ma sœur, mais c'était là. On est parti. Elle m'a proposé les rejoindre 3 jours en vacances, et j'étais là quand. C'est moi qu'on a appelé quand il a fallu que la famille vienne. J'étais là. J'ai vu ma nièce étalée par terre. Oui, mais vous dites que même ce drame n'a pas, vos parents sont restés, eux, enlisés dans leurs problèmes, et n'ont pas, même en tant que grands-parents, ils ne sont pas aidants, soutenants, non, ils sont toujours... Si, ma mère, en revanche, mon père est très physiquement, pas grand-chose, mais bon, il a été très touché, ça c'est sûr, très ébranlé, mais ma mère avait perdu sa mère quelques mois avant, et ça a été très très dur pour ma mère, l'accident de ma nièce, ma mère et ma nièce sont très liées. Je peux dire que j'étais jalouse de leur relation, mais moi, j'ai pas eu ma mère nous a jamais montré les mêmes choses qu'elle montrait à ma nièce. Donc voilà, c'est comme ça. Il y a des parents qui peuvent être meilleurs grands-parents que parents, finalement. Il y a des choses qui peuvent un peu s'améliorer avec le temps. Vous êtes 2 filles, c'est ça? 2 filles et un garçon. N'en parlez pas, lui. Alors lui, comment il réagit à cette situation-là? Puisque c'est vous qui portez beaucoup vos parents encore aujourd'hui. En fait, mon frère est quelqu'un qui ne dit pas grand-chose, comme c'est le cas pour mon père et une grosse partie de la famille. Mais j'étais très surprise, en fait, justement, quand j'ai commencé il y a 3-4 mois à faire une thérapie pour essayer de me libérer de ce lien toxique que j'ai avec mes parents, dont je suis responsable aussi, attention, c'est moi aussi qui l'ai entretenu. Oui, mais vous ne l'avez pas initié. Il faut quand même toujours partir de là, à la base, dans un lien, c'est les parents qui initient cette forme de lien. C'est-à-dire aussi Marion. Comment? C'est une très bonne remarque que vous me faites.
C'est-à-dire qu'après, vous êtes obligé de composer avec ça, mais de la même façon qu'on entendait chez Marion cette culpabilité, parce qu'il y avait ça aussi, à ressentir de la haine, c'est toujours très douloureux et d'éprouver ce genre de sentiment pour ses parents, mais à la base, il faut quand même jamais oublier que c'est l'adulte qui initie le lien. Ouais. Ouais. Et l'enfant est pris dans ça. Alors après, c'est bien sûr qu'on peut... J'ai un caractère très empathique, très sensible. C'est vrai, je reconnais tout ça. Mais du coup, mon petit frère, en fait, restait beaucoup en dehors de ça. Et puis je l'ai appelé avant le début de l'été et je me suis mise à pleurer au téléphone avec lui. J'en pouvais plus. Je venais de vous appeler. Je sais pas si c'était vous que j'avais eu. Cet été ? Oui, c'était plutôt au mois de mai, je pense. Et en fait, j'ai pu lui parler, mais vraiment de tout ce que je ressentais, je me suis mise à pleurer. Et il m'a dit, ok, alors je te soutiens, on va aller voir une assistante sociale et puis on va parce que ma mère, en fait, il faudrait qu'elle suive une thérapie, elle est ignoble avec mon père en plus, c'est ça aussi qui met en colère contre elle. Leur couple va pas bien et elle est odieuse avec mon père comme elle était odieuse avec moi quand j'étais petite et j'ai eu peur pour mon père en fait à un certain moment. Bref, et du coup mon frère qui ne disait rien d'habitude est même allé voir ma mère et l'a engueulée. Ça s'est très très mal passé. Enfin, il lui a dit tu arrêtes tes conneries maintenant, on n'en peut plus, ça suffit. J'avais jamais vu ni entendu mon frère parler de cette façon. Oui, parce qu'il a été certainement très sensible à votre détresse à ce moment-là, comme si ça l'avait un peu... il cherchait à vous protéger, vous, et à travers vous, il parlait aussi de lui, parce que lui aussi a dû en souffrir, cette situation, même s'il ne l'exprimait pas de la même façon que vous. Ça me touche que vous disiez ça, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui ne dit pas grand-chose non plus. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne ressent pas. En tout cas, la réaction qu'il a eue était une réaction... Il y avait comme une révolte là qui s'exprimait. Alors certes parce qu'il a entendu votre détresse, mais aussi à travers vous, c'était lui qui parlait malgré tout. Et puis ça engendre beaucoup de responsabilités pour nous derrière. Enfin, je veux dire, à nos âges et dans nos situations. Oui, je ne sais pas, quel âge avez-vous, Anne ? Vous avez une petite quarantaine ? Moi, j'ai 40 ans, ouais. Et quelle est votre vie ? Parce que vous me parlez d'un burn-out, suivi d'une grosse dépression, vous avez commencé... Moi, je suis seule, j'ai pas d'enfant, j'ai pas dit... Enfin, voilà, je suis avec personne, c'est compliqué. Vous avez toujours été seule ou vous avez eu des histoires d'amour ? Non, j'ai eu quelques histoires, plus ou moins. J'ai eu 2 histoires très longues, oui. À la fin de l'adolescence, jusqu'à la trentaine, et puis après j'ai enchaîné plusieurs relations courtes, parce que à ce moment-là, c'est compliqué de tomber sur des personnes qui veulent les mêmes choses au même moment. Les engagements ne sont pas forcément spontanés, enfin similaires. Et puis votre famille prend tellement de place, que ça laisse peu de place pour vous, pour construire, après tout, si votre couple, votre famille, parce qu'à 40 ans, c'est toujours possible. Oui, puis surtout, j'ai dû quitter mon travail, j'ai pas eu le choix, et là, je me retrouve dans une situation où, moi, je me suis protégée financièrement, mais pas pour longtemps, mais je veux dire, je me suis mise à l'abri parce que j'ai besoin de me reconstruire, en fait. Oui, oui. Et comme vous dites, déjà, vous avez besoin de vous reconstruire, et puis, c'est important aussi sur le plan financier, parce que vous n'avez personne, en tout cas, vous pourriez vous retourner vers votre sœur ou vers votre frère. Mais sur qui vous... Peut-être sur votre frère, visiblement, et sur votre sœur aussi. Alors, je peux compter sur ma sœur pour le plan, si j'ai besoin d'un garant financier, mais pas plus, parce que, je veux dire... C'est déjà important. Oui, mais c'est énorme, bien sûr, mais je veux dire, je veux pas lui mettre ce poids en plus, elle a une fille handicapée maintenant, enfin, je veux dire... Oui, mais vous avez été très présente, vous, pour elle, et peut-être que elle n'imagine pas comme votre frère, n'imaginait pas dans quel état de souffrance vous étiez, et qu'à la limite, vous savez, parfois aussi, certes, elle a une fille handicapée qui lui mobilise certainement beaucoup d'inquiétude, de temps, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ne puissiez pas vous confier aussi à elle par moment, parce qu'elle serait peut-être heureuse de pouvoir vous aider aussi, finalement. Je l'ai fait récemment, parce que j'ai eu un coup dur l'année dernière en termes de relations amoureuses, et elle a fermé certaines portes, elle n'en peut plus en fait, je pense. Elle est fatiguée, oui, un peu, elle est... Oui. Ouais. Et là, vous avez commencé une psychothérapie depuis quelques mois, vous me dites ? Oui, j'avais déjà commencé une psychothérapie il y a 2 ans pour
à effet un peu immédiat parce que j'étais vraiment tombée en profonde dépression et je voulais pas. Mais je me souviens de vous maintenant, parce que je me souviens de cette voix qui est très douce, qui contraste tellement avec tout ce que vous vivez. Enfin, il y a quelque chose, vous dites, vous êtes quelqu'un beaucoup dans l'empathie, beaucoup. Et je me souviens de la douceur de votre voix qui contrastait singulièrement avec les faits que vous décriviez. Mais le pire, c'est que maintenant, je veux devenir coach et je veux aider les femmes à traverser des périodes difficiles de leur vie. Alors, c'est un peu... c'est un peu particulier quand même. Mais... Parce que je prodigue des conseils aux autres et moi je m'en prends plein la gueule et je suis même pas capable de sortir de tout ça. Bah si, si, vous en sortez plutôt bien, je trouve, par rapport à tout ce que vous décrivez. Mais en tout cas, je suis à deux doigts de flancher dès que j'entends des nouvelles de cette famille qui me... Bah parce que oui, ça vous dites d'ailleurs, ça vous avez peur de sombrer, donc ça va pas du tout. Mais en même temps, la priorité, c'est que vous soyez aidé, enfin, que vous preniez soin de vous. Je vois quelqu'un, mais le problème, c'est que là, j'ai appris aujourd'hui donc que leur maison, a priori, va être saisie. Et en fait, j'ai plutôt bien réagi aujourd'hui, c'est-à-dire que je n'ai pas téléphoné à ma mère, j'ai échangé avec ma sœur par texto et elle va me donner plus de nouvelles demain. Mais en fait, je me sens hyper coupable parce que il suffirait que je leur signe un chèque et c'est reparti, mais pas. Non, mais c'est reparti pour combien de temps ? Finalement, vous dites qu'au fond, quelle que soit l'aide que vous pouvez apporter, de toute façon, ils repartent toujours dans des difficultés. Et puis j'aurais pas un merci, j'aurais pas un comment tu vas, j'aurais pas. C'est ça aussi, c'est dur, ils sont durs. Oui, mais on voit bien que c'est vous qui, dans cette situation, avez pris la place de parents. Vous avez, c'est-à-dire que vous pouvez pas non plus, pour aider vos parents, sacrifier votre vie. Mais de toute façon, je peux plus. Non. À un moment d'ailleurs. Je me sens terriblement mal parce que ils sont dans un état de stress horrible. Je le sais puisque moi j'ai vécu des stress horribles comme ça. Mais il existe des recours. Quel âge ont-ils vos parents ? Ils ont 60 ans. Bon, ils sont encore jeunes. Enfin, je veux dire, c'est pas des personnes très âgées, vulnérables. Mais ils ne bougent pas. Enfin, ma mère a un travail. Oui. Mon père travaille plus, mais il se plaint et il cherche pas de boulot. Enfin, je sais qu'il est abîmé, mais parce qu'ils vivent dans un endroit où c'est un peu sinistré en termes d'emploi et tout ça. Et puis je pense qu'ils vont pas bien. Enfin, j'en suis même sûre, ils vont pas bien. Donc, quand on va pas bien, on prend pas soin de ça. Certainement, mais le problème, c'est que vous non plus, vous n'allez pas bien en ce moment. Ah oui, mais c'est le pire. Mais j'allais bien là jusqu'à hier. Alors, tant mieux. Mais là, ça vous replonge, et on voit bien vous êtes sombrer encore. Non, parce que c'est normal que vous soyez plongé. Ça vous insécurise terriblement tout ça. Mais oui, depuis l'enfant, je suis. Voilà. Bien sûr, oui. Ça vous replonge, c'est-à-dire à travers la situation matérielle de vos parents, ça vous replonge vous dans cette insécurité que vous aviez déjà petite fille. Ouais. Et finalement, vos parents, malheureusement, ils pèsent de façon considérable sur votre vie. Parce qu'au fond, ils n'ont jamais pu se prendre en charge. Ouais. Pas voulu, pas eu la capacité. Comment, en tant qu'enfant, imaginer que ses parents vont être expropriés de leur maison et à se demander comment ils vont faire pour manger. Il y a des recours possibles. Ils peuvent. Oui, mais il faut que je les aide dans ces recours-là parce que ils se sont pas tournés vers vous là. Encore. De toute façon, je suis pas. Je peux. Est-ce que votre frère ne pourrait pas un peu prendre le relais? Et votre sœur à un autre niveau, c'est-à-dire il ne s'agit pas de tout. Non, parce que j'entends finalement, votre sœur ayant ce problème avec sa fille handicapée, vous dites elle ne peut pas, elle s'occuper des choses. Elle a beaucoup de travail. Oui, mais vous, le problème, Anne, c'est que alors je ne sais pas pour quelle raison votre frère, lui, jusque-là ne s'en était pas occupé, mais finalement ça retombe sur vous parce que vous, peut-être qu'on. C'est moi qui ai bien voulu aussi. Mais parce que c'est vous qui très tôt avez pris, parce que vous aviez une personnalité peut-être justement très dans l'empathie, très sensible. Très tôt, vous avez été sensible à cette détresse et les rôles se sont inversés. Vous êtes devenu parent de vos parents.
Et aujourd'hui, c'est très difficile de vous défaire de ce lien parce que ça vous culpabilise. Mais oui, mais le problème, c'est que vos parents, malheureusement, comme vous dites, vous pourriez faire un chèque, mais dans 6 mois, il y aura autre chose. Ouais, donc c'est un puits sans fond. J'ai plus de... Et puis vous pouvez pas vous mettre dans une situation de précarité. Non. Déjà, je trouve que vous sacrifiez beaucoup votre vie personnelle, et peut-être aussi pour cette raison, parce qu'on considère que vous êtes seul pour le moment et sans enfant, qu'après tout... Et avec un peu de réserve d'argent. Et avec un peu de réserve, oui, mais enfin, comme vous dites, vous êtes seul. Vous l'avez pas volé, et comme vous dites, vous avez besoin aussi, vous, de cette réserve pour avoir une sécurité. Si vous n'avez pas la sécurité affective, au moins une sécurité matérielle qui procure un certain sentiment de sécurité. Donc, je compte sur moi, donc il faut vous préserver. Et après tout, vos parents, ils ne sont pas. Il n'y a pas un problème au niveau de leur capacité. Ils sont quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils n'ont jamais fait face aux difficultés, mais ils ne sont pas déficients physiquement ou intellectuellement. Physiquement, ils sont diminués. Ma mère est femme de ménage, elle est complètement usée. Mon père a travaillé en usine dans le froid, il est usé, voilà. Mais ils ont toute leur capacité intellectuelle, quoique ma mère, j'en doute. Ma mère a subi beaucoup de choses, je pense que... Si elle n'a pas un peu développé des troubles psychiques. Ouais, je voulais... Mais vous savez, quand on arrive dans une telle situation, on va aussi, même au niveau de leur mairie, on va leur proposer des aides, des recours. Enfin, à ce moment-là, les services sociaux peuvent prendre le relais. Mais là, elle peut plus rien faire, l'assistante sociale. Non, mais vraiment, ça fait des années que ça traîne. Et là, c'est la banque qui... Ils n'ont pas payé une assurance. Et c'est même pas... La maison va se faire saisir, il faut même pas une énorme somme, en fait. C'est ça qui me met en rage. Enfin... À ce moment-là, peut-être que vous pouvez, si c'est une somme qui pourrait être palliée une fois encore, mais à ce moment-là, que ça soit quelque chose de groupé, que vous ne soyez pas la seule à assumer ça. Ma soeur m'a répondu ce matin qu'elle ne pouvait pas donner d'argent. Et mon frère vient de déménager, il a un énorme prêt bancaire. Ben oui, mais vous voyez, donc pourquoi ça retomberait sur vous ? Ça va pas, parce que c'est moi qui me mets ce poids. Parce que c'est moi, enfin, ça vient de moi. Oui, mais parce que vous êtes prise dans quelque chose où déjà, je vais vous dire, Anne, c'est douloureux d'avoir des parents qui ne vont pas bien. Pour X raisons. C'est douloureux parce que quand on est un enfant et qu'on aime ses parents, quels qu'ils soient, même s'ils sont défaillants, on aimerait pouvoir les aider. Et c'est terrible en tant qu'enfant d'être dans un sentiment d'impuissance et de sentir ses parents malheureux pour diverses raisons et de ne pas pouvoir les aider parce qu'on est un enfant. Et on en garde quelque chose. Je les aime pas, en fait. Enfin, comment ? Je les aime pas. Enfin, pardon, mais j'ai été maltraitée. Moi, je m'en rends compte de plus en plus. Oui, mais en même temps, vous vous souciez d'eux. Vous avez une inquiétude. Parce que ce sont mes parents, parce qu'il y a un lien et que je suis comme ça, en fait, ça fait partie de moi. Mais parce que en même temps, d'une certaine façon, ça montre à quel point vous, malgré ces comportements qui vont donc au-delà de la défaillance où il y a eu de la maltraitance, vous conduisez comme une fille. Ah oui, mais je fais quoi alors ? Je fais quoi ? Là, je suis obligée de partir. Moi, j'habite Paris, mais ma famille habite en Bretagne. Je dois aller dimanche en Bretagne parce qu'on fait les 15 ans de ma nièce et je peux pas lâcher ma nièce. J'adore ma nièce. Elle est comme ma fille, elle m'adore. Si je vais pas à son anniversaire, elle m'en voudra. Et moi, enfin, ça va me demander une énergie incroyable. Je veux pas être à nouveau sans antidépresseur. Je veux pas rentrer avec non, vous avez raison. Hyper down. Et j'ai des projets à mener. Moi, je veux pas encore pleurer devant. Anne, vous pouvez dire aussi que vous ne pouvez pas, tout simplement. Je peux pas faire ça. Vous ne pouvez pas parce que psychiquement c'est trop lourd et qu'il faut vous préserver. Oh, mais ça, prise de ma nièce, c'est ma nièce. Mais vous pouvez aller à l'anniversaire de votre nièce, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que... Ça me fait souffrir. Je mets des semaines à m'en remettre. Surtout sachant ça, enfin, ils vont être... alors peut-être que vous pouvez voir votre nièce dans d'autres conditions, c'est-à-dire un peu pas dans ce contexte familial.
Ouais, je peux pas. Mais si vous pouvez, Anne, bien sûr que vous pouvez. Vous ne vous l'autorisez pas, c'est différent. Mais il est possible de la voir déjà de ce jour-là, déjà lui adresser un petit mot, lui envoyer une petite carte ou un cadeau, lui dire que vous pouvez ne pas être là et penser à elle et la voir dans d'autres conditions, en tout cas pas dans ce contexte familial. Si c'est pour vous effondrer, pour revenir très déprimé, il vaut mieux que vous n'y alliez pas. Ma nièce. Mais votre nièce, non, mais votre nièce, attendez, vous portez, le problème, Anne, c'est que vous portez toute la famille sur vos frêles épaules et vous êtes en train de vous effondrer. Donc à un moment, c'est pas quand vous serez complètement au fond que vous allez pouvoir continuer à faire ça. Il est grand. Déjà été, je peux plus l'être. Enfin, ce sera une dernière fois si je touche le fond. Non, il est grand temps de vous occuper de vous, Anne. Vous sentez, c'est comme, on sent bien que vous n'arrivez plus à vous autoriser et presque finalement vous vous sentez maintenant indispensable. Votre nièce, elle sera pas seule, Anne, votre nièce. Elle sera pas seule. Non, mais elle m'en voudra. Mais Anne, vous pouvez. Mais écoute, non, mais attendez, vous ne lui faites pas quelque chose de terrible non plus. Enfin, c'est un anniversaire, certes, elle a 15 ans, mais j'entends que vous avez été très présente dans sa vie jusqu'à aujourd'hui, et c'est pas parce que vous ne seriez pas là le jour de son anniversaire que ça va s'écrouler. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, on peut être présent en pensée, vous pouvez l'appeler, mais vous pourriez, de par votre vie, de par votre état de santé, de par votre état de fatigue, pour X raisons, ne pas pouvoir être disponible. Mais vous savez, son cerveau a été très endommagé et elle n'a pas la même. Oui, j'entends, mais justement, elle n'a pas aussi la même. C'est-à-dire que vous allez peut-être plus loin qu'elle. C'est-à-dire que sur le moment, elle va dire, elle est pas là, Anne. On va lui dire non, elle va être un peu triste. Mais si on lui dit, elle pense bien. Si, mais Anne, ne dites pas non à tout. Le problème, c'est que vous êtes en train de vous charger de responsabilités partout et vous êtes en train de vous effondrer. Donc ça ne va pas. Mais finalement, vous en arrivez à vous dire comme si vous étiez le lien, du coup que vous êtes indispensable, mais à quel prix ? Enfin, vous voyez, il faut un moment, vous n'arrivez même plus à mettre les choses en perspective. Tout devient sur le même plan. Vos parents qui sont endettés, la maison va être vendue, il y a un huissier qui se présente, l'anniversaire de votre nièce, si vous n'êtes pas là, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que toutes les choses, vous êtes tellement fatigué, épuisé là moralement, que vous n'arrivez même plus à mettre les choses un peu en perspective. Mais surtout que c'est pas ma nièce qui doit, enfin, je veux dire. Oui, mais Anne, j'ai envie de vous dire que... Bon, et puis après, on va arrêter parce que là, on tourne un petit peu en rond. Oui, votre nièce, même si sur le moment, elle ressent un peu de tristesse, on peut lui dire, tu sais, ta tante pense beaucoup à toi, d'ailleurs, elle va t'appeler. Et puis, lui dire que vous irez la voir à un autre moment, mais que là, vous ne pouviez vraiment pas venir, mais que vous êtes avec elle en pensée et vous lui envoyez une jolie carte, enfin, et ça va aller. Elle sera pas seule, votre nièce, ce jour-là. Que ma sœur risque de m'en vouloir. Et oui, je veux mais pas vous que voyez... les problèmes de mes parents nous casse nos liens qu'on a tissés. Mais ça cassera pas vos liens, Anne. Ça cassera pas vos liens. On casse pas des liens pour si peu de choses. Le problème, c'est que bien sûr que vous pouvez y aller, mais si c'est pour revenir en étant complètement effondré, complètement dévasté, au bout du compte, qu'est-ce que vous allez gagner dans l'histoire ? Vous aurez été parfaite ? On aura dit de vous, ah ben oui, Anne, on peut s'appuyer sur elle, et puis vous serez à pleurer dans votre lit pendant des semaines. On dit même pas ça. Bon, donc Anne, maintenant je vais un peu me fâcher. Il est grand temps de penser à vous. C'est la priorité là. Là, vous êtes parti dans... par rapport à mes parents? Alors, par rapport à vos parents, eh bien, écoutez, vous prenez votre téléphone, vous appelez votre frère, et vous lui dites, là, moi, tu as entendu, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'on peut faire si on fait un geste par rapport à nos parents ? Déjà, il y a quelqu'un, et je remercie, c'est Rika qui dit que vous pourriez contacter l'association Crésus. Effectivement, oui. C'est une association, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, mais pour les gens qui sont dans de grandes difficultés avec leurs banques et autres, les gens qui ont des petits revenus, je sais que c'est une association qui pourra déjà vous aider. Et vous pourrez donner les coordonnées à vos parents. Et puis peut-être, si vous dites, au fond, vous pourriez faire ce chèque, si ça peut leur permettre de sauver leur maison. Le problème, c'est que qu'est-ce qui se passera à nouveau dans 6 mois ? Mais bon, j'entends ce que vous me dites et j'entends qu'il est très douloureux de laisser ses parents, de ne pas s'en occuper, finalement.
Le problème, c'est qu'il n'est pas normal, en revanche, et là je me permets d'insister, que ça repose uniquement sur vous. Parce que tout le monde a ses difficultés. Votre sœur, bien sûr, malheureusement, a cette fille handicapée. Néanmoins, elle a aussi des parents. Elle est aussi enfant, elle est aussi fille. Bon, votre frère, oui, d'accord, il a, je ne sais pas quoi, acheté une maison. Enfin, je sais pas. Bon, d'accord. Mais chacun peut faire un geste à la hauteur de ses moyens, un geste. Mais mettez-les un peu aussi face. Il ne s'agit pas d'être agressive. Il ne s'agit pas que tout repose sur vos épaules. Là, ça ne va pas. Vous avez été très tôt, vous avez pris ce rôle-là au sein de la famille. C'est comme maintenant, comme si vous ne saviez plus faire autrement, et comme si, d'une certaine façon, inconsciemment, on espère qu'une fois de plus, vous allez régler la situation. C'est un peu confortable. Oui, et surtout que ce que je comprends pas, du coup, c'est qu'effectivement, ma sœur m'avait dit il y a quelques mois, mais t'inquiète pas, de toute façon, à un moment, on sera obligé de payer. Et moi, elle m'a dit, moi, j'en ai fait mon... Enfin, je me suis mis ça en tête, donc on paiera. Et puis, mais moi, je lui ai dit, tu sais, moi, je n'ai pas forcément les moyens de payer. Et justement, si on peut anticiper. Et là, maintenant, effectivement, son discours, en tout cas ce matin, c'est, moi, j'ai pas d'argent pour payer. Mais oui, mais parce que si vous pouvez, c'est tellement facile et confortable. Donc, à un moment, vous voyez qu'il est possible. Tant que vous allez combler. Je trouve que vous avez suffisamment payé, Anne. En parlant de prix, vous avez suffisamment payé. Je suis la seule dans cet état, effectivement. Bon, vous en êtes épuisé. Donc, à un moment, vous pouvez même dire à votre sœur, et faites un peu abstraction de votre nièce. Parce que, bien sûr, que ce qu'a vécu votre nièce, que ça a été terrible, c'est un drame. Mais vous aussi, vous souffrez d'une autre façon. Et c'est pas minime. À côté, c'est pas minime. Vous oubliez trop dans l'histoire. Quant à votre frère, oui, ça tombe pas au meilleur moment, mais pour vous non plus. Et vous demandez, dire à votre sœur, j'ai réfléchi, moi je ne peux pas non plus actuellement, je suis pas Crésus, donc je ne peux m'appuyer que sur moi et j'ai besoin. Vous parlez même pas d'argent de côté d'ailleurs, ça ne regarde pas votre famille. Vous dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire à trois? Pensez un peu à trois. Réfléchissons, même si c'est symbolique, à la hauteur de nos moyens, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos parents? Mais ne pensez pas seulement en termes de vous toute seule dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui dit votre sentiment de culpabilité vous ronge. Je ressens la même chose ayant un frère handicapé, le sentiment de ne jamais en faire assez. Un jour, je me suis aperçue que mon frère était heureux de notre relation. Et votre nièce, elle sent votre amour. Alors à ce propos, et après on fermera cette parenthèse qui n'est pas une parenthèse pour vous, c'est une lourde histoire. Mais Coralie dit, mais enfin, vous pouvez expliquer à votre nièce avec vos mots, lui envoyer une jolie carte affectueuse, un joli cadeau et promesse de se voir dès que possible. Il y a Pioub qui dit vous pouvez même lui envoyer un petit bouquet de fleurs via Interflora pour l'anniversaire. Enfin, il y a moyen d'être présente, même si vous n'êtes pas présente physiquement. Il y a aussi quelqu'un c'est Monica qui dit le meilleur des maîtres nageurs peut se noyer si on met les naufragés tout un Titanic sur son dos. Elle a raison. C'est-à-dire que vous pouvez pas tout prendre en charge. Bon, donc pour le moment, l'anniversaire de votre nièce, vous pouvez être présente sans y être. Prenez soin de vous et contactez votre frère et votre sœur en disant moi je vous propose qu'on réfléchisse, qu'est-ce qu'on peut faire? Contactez à ce moment-là l'association Crésus. Et puis à un moment, vous ne pourrez pas non plus pallier constamment. Et c'est là où je pense qu'il serait important que vous ayez une réflexion au sein de votre fratrie, puisque vous avez des parents qui malheureusement ne sont pas à même de s'occuper d'eux, ils n'ont que 60 ans. Donc ça veut dire un peu par rapport à l'avenir, est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager une curatelle, une mise sous tutelle? Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment... J'en ai parlé à mon frère il y a quelques mois, on voulait aller voir une assistante sociale pour ça. Et je pense que ça me paraît, au vu de ce que vous me dites, certainement la meilleure des solutions. Donc à un moment, c'est peut-être l'occasion aussi de dire, voilà, vous ne pouvez pas, et je le comprends, les laisser comme ça sans réaction, mais ne portez pas ça seul. Vos parents ont également un fils et ont une fille. Ils ont 2 filles. Donc il n'y a pas de raison que tout repose sur vous.
Et là, je pense que il s'agit pas de renflouer constamment les caisses, parce que de nouveau, vous allez être confronté à d'autres problèmes. Donc Exactement. peut-être au vu de cette début, réaction, oui. Et ils sont encore jeunes. Donc au vu de ce qui se passe depuis de trop nombreuses années, je pense, à mon avis, qu'il faut voir avec une assistante sociale et qu'il y ait une demande de mise sous tutelle. Mais je pense Il faut y fait, réfléchir. avec tout ce que vous me dites, et je pense que je vais y aller, mais en revanche, demain, je vais envoyer un message à mon frère et à ma sœur et je vais leur dire on se voit tous les trois, dimanche ou lundi, je sais pas, mais on se voit tous les trois et on décide ensemble de, voilà. Et là, je sais que je vais m'écrouler, mais tant pis. Mais tant pis si vous vous écroulez alors, ils verront aussi comme ça que tout ça, que vous êtes très fatigué, que vous avez vos soucis et que ça pèse trop. Regardez d'ailleurs votre frère quand vous vous êtes écroulé, eh bien, il a été trouver votre mère. Alors, bien sûr qu'il avait besoin de l'engueuler aussi et c'est pas, vous vous rendez bien compte, votre mère. Il n'a pas les moyens de payer pour eux et du coup, Oui, mais alors à ce moment-là, on réfléchit parce que si vous voulez, si c'est Anne, ma sœur Anne, qui toujours met la main à la poche ou va contacter toutes les se démène, donne sans compter, et puis que finalement vous êtes dans une très grande insécurité, dans une très grande fragilité, ça ne va pas. Donc à un moment, puisque c'est vous qui avez toujours pris un peu l'initiative des choses, oui, vous avez raison de dire, là, je pense que compte tenu de la situation de nos parents, il faut qu'on se réunisse, qu'on en parle et qu'on prévoie quelque chose, il faut qu'on mette en place un plan d'attaque. Et je pense qu'il est important maintenant d'envisager quelque chose de, puisqu'ils ne sont plus pas en mesure de gérer leur situation, demander une mise sous tutelle. Et ça serait, c'est une protection aussi pour vos parents. Et ça va vous décharger un peu, vous, de ces responsabilités que vous portez. C'est ce que dit Monica, c'est vous allez hériter à 3 les biens et surtout les dettes, donc mutualisez vos réflexions, vos efforts et vos peines. Vraiment. Ouais. Il faut que vous lâchiez un petit peu. Hein. Il faut que vous acceptiez ça, et c'est pas facile. D'accord, mais comment on vit en sachant que... Vous allez mettre en place d'autres choses. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne s'agit pas de mettre toujours la main au porte-monnaie, parce que c'est un panier percé, là, que vous avez en face, un puits sans fond. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire, là? Vous allez un jour vous retrouver sur la paille? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez, enfin, à un moment, il faut arrêter ça. Ouais. Donc il faut mettre en place quelque chose dans l'avenir. C'est-à-dire, il existe des recours. Vos parents ne sont pas les seuls dans cette situation. Oui, je sais. Hein, donc il y a des recours qui existent, il y a des choses qui existent, mais simplement il ne faut pas que ce soit vous et vous seuls qui pensiez ça, parce que ça concerne aussi votre sœur et votre frère. Ce sont aussi leurs parents. Et ils ne peuvent pas vous demander, consciemment ou inconsciemment, de vous occuper, vous seul, de cette situation. Donc, mettez-le vous en tête quand même, hein, parce que, et si vous craquez en leur disant, c'est pas grave. Ouais, je sais. Ouais. D'accord? Donc, la priorité, c'est quand même un peu de vous occuper de vous et de voir ensemble qu'est-ce qu'il est possible de faire, de mettre en place pour que ça soit constructif. Parce que là, j'entends, malheureusement, c'est toujours le même scénario qui se répète. Donc, vos parents, il ne s'agit pas de les accabler. Bon, ils ne peuvent pas faire autrement. Vous ne les accablez pas, d'ailleurs, j'entends ça. Non, vous les accablez. Non, mais j'ai bien dit ça, mais il ne s'agit pas de les accabler, mais il s'agit de mettre en place quelque chose autour d'eux pour les protéger. Et vous seuls ne pouvez pas le faire. Vous êtes en train de poursuivre comme vous étiez enfant, à vouloir les aider, les sauver, et vous vous enfoncez. Vous m'avez dit ça, d'ailleurs. J'ai essayé, vous savez, une des premières étapes, c'était que ma mère, je lui ai dit, écoute, maman, je sens que tu vas pas bien. Tu sais, moi, j'ai vu un psy quand j'ai fait mon burn-out, il n'y a pas de honte à ça, parce que bon, elle avait, enfin voilà, on vient d'une famille où on ne parle pas, où on ne dit rien. Elle ne peut pas le faire, votre mère. Non, elle s'est braquée contre moi. Mais elle peut pas le faire. Elle a pas les. Il faut déjà avoir une certaine maturité, un certain recul. Elle peut pas. Vous lui demander des choses qu'elle ne peut pas faire, malheureusement. Je sais, mais je pensais bien faire. J'entends, mais bon. Il vaut mieux mettre en place quelque chose autour d'eux, d'un système de protection où il y aura des aides. Non, mais écoutez, de toute façon, je crois que malheureusement, ils arrivent dans une situation où ils n'ont pas le choix. Donc, il ne s'agit pas de se... Vous voyez, tant pis si elle le prend mal, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Qu'ils soient à la rue et tout, donc il vaut mieux mettre en place quelque chose autour d'eux qui est un système de protection. Et qui vous protège aussi, vous, à l'avenir. Hein. Oui, complètement. Parce que sinon, vous allez hériter de toutes les dettes, vous, hein, les enfants. J'hérite déjà de leurs problèmes. Bon, alors, c'est pour ça, dites bien... Soyez un petit peu ferme avec votre frère et votre sœur. Vous les protégez trop, et à vouloir protéger tout le monde, c'est vous qui craquez, et ça se comprend. Donc il est temps, ça peut se mettre en place, et tout le monde occupera une place plus saine, et vous la première.
Et peut-être d'ailleurs Parce que des liens se tisseront aussi, parce que... Aussi, et en tout cas, vous sacrifiez trop votre vie, parce que Anne, vous êtes une toute jeune femme de 40 ans, il est temps de vous occuper de votre vie. Alors j'entends que vous pouvez pas le faire si vous savez que vos parents vont mal. Mettez en place des filets de protection autour d'eux, et pensez à vous et à votre vie. Parce qu'il est grand temps de construire aussi, vous, votre famille. Ouais, Bon courage, Anne. D'accord ? Ok, merci beaucoup. Bon courage, au revoir. Merci, au revoir. Repas. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Alors Sophie, vous avez écouté attentivement les témoignages de Marion qui nous demandait finalement, au vu de son histoire, si on avait le droit de détester ses parents. Vous avez peut-être entendu celui d'Anne, parce que finalement ce soir on est resté dans quelque chose d'assez douloureux dans les relations parentales, familiales. Et alors ça vous a parlé parce que vous avez fait une thérapie qui vous a aidé. On n'aura pas le temps de développer votre histoire, mais c'était pas là le sens de votre propos d'ailleurs, je crois. C'était plus un témoignage pour dire que on pouvait se libérer de liens familiaux douloureux, aller mieux en tout cas. Il n'est jamais trop tard pour essayer d'aller mieux. Oui, voilà, j'avais entendu aussi les interventions par SMS des autres auditeurs et ça fait beaucoup réagir, oui. Oui. En fait, c'est ça. Je voulais juste soutenir Marion et dire que moi, c'est une histoire différente peut-être, mais j'ai aussi beaucoup de colère envers mes parents et je me rends compte ces derniers temps par la thérapie que j'arrive de plus en plus à me libérer de ça et à vraiment voir que c'est ma vie que je gâche. Voilà, j'ai 47 ans, j'ai pas d'enfant non plus, je suis restée très longtemps et peut-être encore un peu, j'y suis encore dedans, justement à en vouloir beaucoup à mes parents de ce qu'ils ont peut-être pas pu me donner. Mais au final, c'est vraiment ma vie qui a été pénalisée et j'étais touchée par Marion parce que il y a pas longtemps encore, je m'en fichais en fait de gâcher ma vie du moment que ils le voyaient et que je pouvais d'une certaine manière les punir de cette manière et là ça y est, je voulais inviter Marion vraiment à continuer à travailler, vraiment chercher les réponses en elle et par une thérapie parce que voilà, je commence maintenant à être moins en colère. Voilà, le fait de pouvoir que ce soit entendu, que ce soit accueilli, voilà, justement, de se sentir autorisé à l'être, à être en colère contre ses parents. Mais du coup, ça m'apaise beaucoup parce que déjà, il y a une oreille pour entendre, un peu comme dans votre belle émission. Et puis en plus de ça, petit à petit, j'arrive à me recentrer sur moi, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important. Est-ce que c'est ma vie ou est-ce que c'est d'avoir un peu raison dans cette colère alors que ils pourront jamais me donner autre chose que ce qu'ils ont essayé de me donner. Voilà, peut-être pas comparable à ce niveau-là avec Marion comme histoire, mais je trouve que mes parents ont peut-être essayé de faire de leur mieux quand même. C'est dur le métier de parent aussi. Mais oui, c'est pas un métier d'ailleurs. C'est pas quelque chose que l'on apprend et les parents font avec leur histoire. La thérapie, parfois d'ailleurs, une fois qu'on a pu, évidemment, il y a un temps qui peut être très long, qui est essentiel, ou comme vous dites, il est important de se faire entendre et qu'enfin cette souffrance, qu'elle passe par de la colère, par de la culpabilité, de l'angoisse, enfin quelles que soient ces manifestations, soit entendue et soit reconnue comme légitime surtout. C'est-à-dire, donc déjà puisse être entendu, c'est un premier temps. Après, j'entends déjà dans ce que vous dites de vos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, on est déjà dans quelque chose d'autre, c'est-à-dire où il y a un regard, où vous mettez les choses en perspective, où les parents ont eu aussi une histoire parfois dont ils n'ont pas conscience, ils n'ont pas pris la peine ou pas eu la possibilité, pas les possibilités d'essayer de prendre de la distance par rapport à ça, et c'est essayer de comprendre. Déjà, souvent quand on comprend, ça permet d'être un peu moins en colère, mais pour ça, il faut d'abord avoir été entendu. Et c'est vrai souvent un thérapeute, si vous voulez, c'est pour ça que ça peut prendre du temps, ne laisse pas
les personnes dans cette phase de révolte et de colère et de douleur, de souffrance, il y a tout un temps qui est un travail de reconstruction de soi et qui amène un apaisement. En général, quand la thérapie est bien menée. Oui, c'est vrai que moi, c'est ce que je ressens à partir en ce moment. Alors qu'effectivement, avant, comme j'entendais dans certains témoignages, c'est vrai que l'idée, c'est intellectuellement, ça se comprend que si on pardonne pas, c'est contre soi-même que ça se retourne, mais de réussir à le faire, je ressens vraiment que c'est un processus qui se fait vraiment avec le thérapeute, et effectivement aussi à ne pas avoir cette culpabilité d'en vouloir à ses parents, parce que après on se prend vraiment les pieds dans ressentiment et culpabilité. Mais ça peut se transformer en haine de soi, malheureusement. C'est ça. D'ailleurs, je m'aperçois que vous dites, c'est vrai, il y a eu beaucoup de réactions et malheureusement, j'ai pas pu les lire toutes. Pourtant, il y avait il y a Nathalie qui disait à propos de Marion, mon Dieu, comme je vous comprends, j'ai votre âge, mes parents m'ont toujours comparé aux autres, bien que je sois fille unique, rien n'est jamais assez bien. Ma mère souhaitait un fils, la thérapie m'a sauvée. N'hésitez pas, faites-vous du bien. J'ai pas eu d'enfants non plus, mais des animaux merveilleux. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait de ne pas avoir d'enfants et peut-être qu'il faudrait arrêter de cesser de culpabiliser les femmes qui n'ont pas d'enfants parce qu'en général, elles savent pourquoi et que peut-être ce faisant, elles se montrent beaucoup plus maternelles finalement. Les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît. Il y a Jane aussi qui dit ce livre peut peut-être aider ces dames qui ont témoigné, guérir de sa mère, je ne connais pas, de Brigitte Aleni. C'est aux éditions Dupré, nous dit Jane. Merci beaucoup Sophie d'avoir été avec nous pour conclure. Merci à vous pour toutes vos réactions. Je vous souhaite une très belle nuit. Je vous dis à ce soir. Il est maintenant 1h du matin.